Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Alors, on est très heureux de vous recevoir ce soir pour une nouvelle émission avec Yannick Vérité, qui nous fait l'amitié de sa présence ce soir. Un petit peu tard, je sais, pour lui. Voilà, c'est pas trop ses horaires, nos horaires à nous, mais bon, en tout cas, il nous a fait en tout cas l'amitié d'être là et c'est l'essentiel. Donc, Yannick, on le présente plus, mais en même temps, ça fait toujours du bien de le représenter un petit peu quand même. Voilà, de voir où est-ce que tu en es par rapport à. Je sais que tout le monde t'a connu il y a quelques années avec Tistria. Bon, bien sûr, tu continues maintenant. En tout cas, voilà. Et donc, c'est voir un petit peu quel a été ton parcours depuis cette émission qui a beaucoup changé les choses. Enfin, je crois qu'il y en a eu même plusieurs sur ce canal. Et de voir un petit peu comment tu as évolué au jour d'aujourd'hui, quelques années plus tard. Et surtout, on va parler de saboteur, de pensée limitante, de comment être pleinement présent dans sa vie, dans son être, et un petit peu de double quantique et de scan et quantiscan. Voilà, c'est ta nouvelle méthode. Voilà, on va aborder plein de sujets ce soir et on va les aborder en profondeur comme on sait le faire sur Vibration Nouvelle Terre. Alors, bonsoir Yannick et bienvenue. Et comment vas-tu déjà? Bonsoir Sydney, bonsoir à tout le monde. C'est chouette d'être avec vous ce soir avec Vibration Nouvelle Terre. Moi, je vais très très bien. J'ai plein d'énergie ce soir, donc c'est super chouette. On est à fond, quoi. Exactement. Eh bien, super. Du coup, donc toi, comment on pourrait te définir en tant que bioénergéticien quantique, par exemple? J'ai toujours eu beaucoup de mal à me définir, en fait, parce que c'est vrai qu'à la base, j'étais parti kiné, puis ostéopathe, et puis j'ai fait pas mal de techniques, etc. Et au final, ouais, je pense qu'on pourrait me définir en tant que bioénergéticien quantique, même si c'est pas cantonné à ça et que j'aime bien toujours faire évoluer les techniques. Mais on va poser ce titre-là quelque part, voilà, pour définir Comment la, en fait les choses. Ouais. comment la médecine quantique est apparue un petit peu dans ta vie et même tout court? Je ne sais pas si tu le sais. Et pourquoi elle n'était pas présente avant? Ou alors c'était présent peut-être dans les anciens temps? Comment ça marche un petit peu cette médecine quantique? Alors, moi, j'étais pas forcément au jus, au fait de poser le terme quantique par rapport à ce que je faisais. Et je dirais que c'est une vidéo qui m'a éclairé là-dessus. Parce que quand je faisais mes soins en bioénergie, j'avais fait l'école de Yann Lipnik. Beaucoup de gens connaissent Yann Lipnik, d'accord, avec les Oui. présences invisibles, etc. Je trouvais ça génial, il y avait des super résultats. Sauf qu'il fallait, dans une danse, avoir un annuaire presque des présences qu'il fallait appeler parce que telle présence travaillait sur tel problème, telle présence travaillait sur tel problème. Je trouvais ça fastidieux et je me disais, mais il doit y avoir un raccourci, il doit y avoir une méthode plus facile et surtout, pas forcément à faire appel à quelque chose d'extérieur, à une énergie extérieure, mais faire appel à une énergie intérieure qui est capable de nous guérir, en fait. Et c'est là-dessus que je suis tombé sur la vidéo de Jean-Pierre Garnier-Mallet qui parlait du double quantique. Et ça m'a passionné. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je cherche depuis des années, en fait. Donc, c'est sur une vidéo. Après, j'ai vu les vidéos de Philippe Bobola qui l'expliquait différemment, mais on était sur la même chose. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, ils ont mis des mots sur ce que je présentais, c'est-à-dire cette entité avec des apostrophes capable d'aller transcender, de nous permettre de transcender nos barrières, en fait. Et donc, je me suis dit, mais puisque on appelle les présences d'une certaine manière, on doit pouvoir appeler notre double quantique sans forcément être en état d'hypnose. Parce qu'effectivement, Jean-Pierre Garnier-Mallet parle de ce double quantique où on peut le contacter quand on est dans des ondes cérébrales un peu spécifiques entre l'éveil et le sommeil, comme ceci, avant de s'endormir et lui demander des choses. Et c'est là où je me suis aperçu que dans une séance, on pouvait l'appeler complètement. Alors, comment on l'appelle? En fait, eh bien, ce contact avec ce double quantique, on va définir ce que c'est le double quantique, se fait avec le champ du cœur, en fait. Le champ électromagnétique du cœur.
Si on l'appelle avec l'esprit, du moins avec le mental, il ne se passe pas grand-chose. Et on sait maintenant que le champ magnétique du cœur, eh bien, il est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. C'est pour ça qu'on a une capacité beaucoup plus grande. Alors, ce double quantique, c'est quoi? Alors, je ne vais pas rentrer dans des définitions en fait scientifiques parce que je ne suis pas un scientifique à la base. Mais par contre, moi, avec les résultats que je vois dans mes pratiques quotidiennes et surtout dans les formations que je dispense et les praticiens qui travaillent avec ce double quantique, c'est vraiment cet hologramme, si on peut appeler un hologramme spirituel de nous-mêmes. Alors, je m'explique. Il y a deux doubles. En fait, nous avons le double énergétique, qui est une condensation de notre énergie, comme un hologramme, un peu comme on voit dans les films de science-fiction, dans le film Star Wars, par exemple, où il y a en fait notre double, mais en énergie. Ça, c'est quelque chose qui est palpable. On peut faire des soins dessus. Quand on est un peu aguerri au clair ressenti, on peut vraiment sentir cette énergie parce que c'est une condensation de notre énergie. Ça, c'est le double éthérique. Et beaucoup de gens confondent le double éthérique avec le double quantique. Le double quantique, lui, c'est la condensation de notre corps spirituel. Donc, il est sur une fréquence qui est beaucoup plus élevée que notre double éthérique, puisque le double éthérique a une fréquence qui est plus haute que notre corps physique, mais qui néanmoins n'est pas très éloigné de notre corps physique, parce qu'on peut arriver à percevoir avec nos yeux, je dirais déjà ce qu'on appelle notre aura, alors que ce n'est pas notre aura, hein, c'est juste la délimitation de notre corps éthérique. Eh bien, on peut en fait demander à ce corps éthérique de se déplacer. Et lui, il est palpable, il est presque visible. Notre double quantique, qui est la condensation de notre moi spirituel, lui, il n'est pas palpable, il n'est pas visible à nos yeux. Et en fait, il va faire le relais entre notre énergie et le champ informationnel. Donc, c'est cette entité, même si ce n'est pas le terme, c'est quelque part cette condensation de ce moi spirituel qui est capable d'aller chercher de l'information et de la ramener vers nous. Donc, c'est vraiment un relais, en fait. Et c'est cette version de nous-mêmes qui n'est limitée par aucune croyance, aucune peur, aucun conditionnement. Ce n'est pas notre âme non plus, d'accord? C'est vraiment je dirais, ce moi informationnel, ouais, c'est ce moi informationnel qui n'est limité par rien. Autant notre mental, lui, il est limité par des peurs, par des blocages, par des barrières, par des croyances, par des habitudes. Ce double quantique, lui, il est limité par absolument rien. Alors, comment ça se passe dans une séance? En fait, le praticien va connecter son double quantique et c'est le double quantique du praticien qui va connecter le double quantique de la personne. Et on va demander, au fur et à mesure qu'on va trouver des pollutions sur la personne, en fait, à ce double quantique d'aller neutraliser les pollutions qui sont sur la personne. Alors, on va revenir un petit peu sur, on va arriver sur la partie thérapie un petit peu plus tard. On va revenir un petit peu parce que tu nous as donné beaucoup d'informations en peu de temps et j'aimerais qu'on revienne un petit peu de suite pour les développer. Donc, déjà, dans ces états de phase dont tu parlais, qui étaient nécessaires selon l'auteur dont tu parlais, que tu avais lu, là, Gardez-Mallet, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quand tu parlais d'ondes cérébrales particulières, c'est quelque part, c'est des ondes θ, des choses comme ça, on va dire. C'est des ondes alpha déjà, mais ouais. Effectivement, il dit qu'il faut glisser davantage effectivement vers les ondes θ. Ouais. D'accord. Donc, et donc une discussion particulière, et je me oui. suis aperçu qu'en fait, eh bien, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire d'être dans cet état-là. Il fallait juste effectivement, je dirais quelque part, ramener le calme en soi et ensuite connecter avec son cœur, vraiment descendre sa conscience au niveau du cœur et connecter ce double quantique. Sauf que, quelque part, c'est un acte de foi. Pourquoi? Parce que autant notre double éthérique, on peut le toucher, c'est pas un souci, on peut dire, on peut développer, je dirais, son clair ressenti en ses mains et toucher le double éthérique, autant le double quantique, on ne peut pas le toucher. On n'a pas de preuve qu'on l'a connecté. C'est vraiment un acte de foi. Moi, qu'est-ce qui m'a fait croire en lui? Eh bien, c'est les résultats que j'avais
à trouver des pollutions sur des personnes, à demander au double quantique de la personne de corriger ces pollutions, de retester la personne, les pollutions n'existaient plus, puis les personnes nous disaient, ben, waouh, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous m'avez libéré d'un truc. Et on n'était pas du tout, je ne suis pas du tout dans un acte de magnétisme, de volonté d'enlever quoi que ce soit. En fait, le bioénergéticien, qu'est-ce qu'il fait? Il repère la pollution, et ensuite, c'est le double quantique qui s'en occupe. Et c'est ça qui est génial, parce que ça part, en fait, d'une non-volonté que la personne aille mieux. On n'est pas dans le fait de il faut à tout prix qu'elle aille mieux, etc. Le job du bioénergéticien, c'est juste je repère les pollutions. Une fois que j'ai repéré ces pollutions, le double quantique, il s'en charge en fait. Et c'est vraiment pour ça un acte de foi. On est vraiment connecté à ce moi spirituel, à son soi supérieur, si on pouvait appeler ça. Alors pourquoi ils l'ont appelé double quantique? Parce que Ganimale est un scientifique, Bobolin aussi. Et donc, ils ont effectivement compris qu'il était généré par des ondes supralumineuses, en fait. Chose qui Alors, voilà. donc pareil, hein, c'est hyper passionnant, mais encore une fois, on va essayer de rentrer dans tout ce que tu dis encore plus. Donc, ce double quantique, en fait, quelle est la différence entre ce double quantique et un ange, un archange, un dragon? Enfin, quelle est la différence, en fait? Alors, ce double quantique, il est inhérent à nous. Il est vraiment associé à nous. Ce n'est pas une entité, enfin, pas une entité, j'aime pas ce terme-là pour employer, ce n'est pas une présence invisible telle qu'un ange, un archange, un guide, etc., un être de la nature. J'en sais quelque chose parce qu'avec les enseignements d'hypnique, j'ai travaillé pendant des années avec ces présences et j'adorais travailler avec ces présences. Sauf que ces présences, quand on est aguerri un peu au clair ressenti, on les sent. On sent la présence de notre ange, on sent la présence d'un archange, on sent la présence d'un être de la nature, d'un guide. Le double quantique, on ne sent pas sa présence. Pourquoi? Parce qu'il vibre beaucoup trop haut pour qu'on puisse le sentir en fait. On est vraiment dans des ondes supralumineuses qui fait que, eh bien, on est dans la supraconscience. Donc, Ok. pas Alors, que attends. les anges, etc., font pas le boulot, parce que pendant des années, j'ai travaillé en collaboration avec eux et c'était génial. Mais ce qui me frustrait, c'est que je me disais, OK, je suis toujours obligé d'appeler quelque part une présence extérieure à la personne. Et là, avec le double quantique, eh ben, c'était fini. Mais en fait, ça me fait beaucoup penser, parce que j'ai fait une émission juste avant sur la supraconscience et la fusion avec son double. Est-ce que ça a rapport avec justement, est-ce qu'il faut avoir quelque part fusionné avec son double pour l'avoir, ou est-ce que, selon ta perception, ce double quantique, il est dans un autre espace-temps, dans une autre dimension, mais il est quelque part inhérent à la vie et toute forme de vie à son double quantique, peut-être? Pour moi, c'est associé à l'humain. Pour moi, c'est associé à l'humain, en fait. Il y a quand même, c'est généré par la capacité aussi de penser. C'est généré aussi par la conscience qui est là. On ne trouve pas sur un végétal, on ne trouve pas sur un minéral. Je ne l'ai pas constaté sur des animaux. Il y a vraiment cette faculté de supraconscience, en fait, qui est là. Plus on va travailler avec lui, eh bien, plus, quelque part, il va être, entre guillemets, je dirais, efficace. Mais pour autant, on le retrouve chez toute personne, même sans, je dirais, sans aucune démarche spirituelle, sans aucune démarche de développement personnel, sans croire à aucune religion. En fait, il est inhérent à la vie, comme tu dis, en fait. Il est Et, inhérent à notre vie d'humain. et est-ce que c'est une dimension dans laquelle tous nos doubles quantiques cohabitent? Est-ce que nos doubles quantiques peuvent communiquer entre eux, par exemple, et s'échanger des informations? Si, par exemple, Alors, euh, entre ouais. oui, puisque nous, en fait, quand le praticien connecte son double quantique, d'accord, il va demander à son double quantique de connecter le double quantique de la personne. Donc, on sait qu'ils se connectent les uns entre les autres. Est-ce qu'ils s'échangent des informations? Je ne pense pas, parce qu'en fait, euh, ils ont accès déjà au champ universel informationnel et ils ont accès ensuite au champ informationnel de la personne. Nous, on s'en sert en fait surtout, pas pour trouver en fait les informations, parce que ça, on utilise le scanning et la canalisation, mais pour aller corriger en fait
je dirais, les pollutions que l'on trouve, eh bien, c'est ce double quantique qui va s'en charger. C'est comme s'il venait apposer, en fait, cette vibration supérieure sur ce qui est à corriger. Et en fait, eh bien, il arrive à neutraliser, ce qui nous limite. C'est vraiment ce Alors, qui se passe. voilà, c'est intéressant justement parce qu'on glisse tout doucement vers le sujet, mais malgré tout, je voudrais qu'on revienne à ce champ informationnel universel et à ce champ informationnel personnel. En fait, c'est très intéressant ce que tu me dis parce que j'ai l'impression que ça nous donne accès quelque part à des bribes d'informations par rapport au fonctionnement de la matière, de la vie, de la conscience, de l'univers. Et du coup, ça soulève beaucoup d'autres questions, c'est-à-dire finalement, on a envie presque de comprendre comment ça marche. Et en tout cas, quel est le lien entre le champ d'information et ce double quantique? Ça, c'est pas très clair pour moi. Ouais. Alors, le champ d'information, en fait, eh bien, je dirais, c'est comme si autour de nous, on peut prendre cette image, parce que j'aime bien imager les choses, il y avait en fait des tas d'informations qui viennent de ce qu'on a vécu, de notre expérience de vie, qui viennent de l'intra-utérin, quand on était dans notre mère, qui viennent de notre, je dirais, de notre arbre généalogique sur des générations, qui viennent de nos vies passées. Et en fait, on se trimballe avec toutes ces informations en nous, mais aussi autour de nous, puisqu'on est capable de pouvoir les lire autour de la personne. Ça, c'est notre champ informationnel personnel, en fait. Et il y a ensuite le champ informationnel, je dirais, universel, dans lequel il y a toutes les solutions. Voilà, il y a toutes les solutions à tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Et donc, ce double quantique, il fait le lien entre notre champ informationnel et le champ informationnel universel pour aller chercher la solution et la ramener en fait dans notre champ informationnel. Donc, qu'est-ce qu'il ramène? Il ramène une vibration en fait. Et le fait d'intégrer cette vibration du champ universel dans notre champ informationnel personnel va rééquilibrer, va recalibrer en fait l'information de notre champ personnel. Est-ce que tu fais un pont entre ça et l'akasha ou le champ akashique ou les mémoires, enfin les bibliothèques akashiques ou pas? Alors, l'akasha, c'est une partie du champ informationnel quelque part. Oui. D'accord. Effectivement, c'est une partie du champ informationnel, mais il n'est pas tout le champ informationnel. D'accord. 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 Et les bibliothèques akashiques ou enfin, quand tu parles du champ informationnel personnel, est-ce qu'on pourrait y voir, ouais, le champ akashique? Non, je sais plus comment ça s'appelle ça. Les bibliothèques akashiques, ouais, c'est ça. Oui, oui, on parle de l'akasha, bibliothèque akashique, etc. Je crois que c'est pas pareil d'ailleurs, l'akasha et les bibliothèques akashiques, ouais. Est-ce que ce qui s'est passé il y a 2 jours dans ma vie est situé dans la bibliothèque akashique? C'est on pourrait se demander ça aussi comme question en fait. Oui. D'accord. D'accord. En fait, quand on a besoin d'aller dans la bibliothèque akashique, on va ouvrir certaines portes, mais par mon expérience, je sais qu'il y a plein d'informations qu'on a sans accéder aux annales akashiques. C'est ce qui me fait dire que c'est en fait une partie du champ informationnel. D'accord. Est-ce qu'il y a du coup, au-delà du double quantique, un monde quantique, c'est-à-dire une dimension quantique? En fait, dans quoi évolue ce double quantique? Est-ce qu'il évolue dans une dimension quantique? Est-ce que Il c'est un évolue, espace? il évolue dans un espace quantique, mais je dirais l'espace quantique, il est tout autour de nous en fait. C'est le champ informationnel. L'espace quantique, c'est ça en fait. D'accord, Quand c'est ce que tu nommes champ international. Oui. voilà, quand on va au plus profond de notre ADN, etc., eh bien, on est dans de l'information. C'est vraiment ce champ d'information. On sait que les scientifiques maintenant savent très très bien qu'à la base, il y a l'information, l'énergie et la matière. C'est-à-dire que dans toute la matière, eh bien, il y a de l'information. Donc, il y a du monde quantique. Au niveau de nos corps subtils, est-ce qu'on pourrait, parce que tu nous parlais tout à l'heure du corps éthérique, est-ce qu'on pourrait le situer, par exemple, au niveau du corps mental, ou est-ce que il y a carrément un corps quantique? Est-ce que c'est un corps qu'on ne connaît pas? On se situe au niveau du corps spirituel. Parce qu'on Du ne corps peut spirituel. pas. Ouais. Sa vibration est tellement haute qu'on ne peut pas la sentir, on ne peut pas la capter en fait.
On ne peut pas la percevoir comme on peut percevoir notre double éthérique qui vibre plus proche de nous. La fréquence est plus basse. Donc pour moi, il est vraiment associé à ce moi spirituel. Est-ce que les anciens avaient compréhension, même sans le nommer quantique, parce que le mot quantique est apparu plus récemment, mais est-ce que les anciens, dans les anciennes civilisations, ou les chamans, pouvaient avoir accès à ce double quantique sans le nommer que double quantique, en fait? Ou est-ce que c'est nouveau? Moi, c'est une évidence, parce qu'en fait, la science met des mots sur ce qu'on a découvert de manière empirique il y a des centaines ou des milliers d'années. Donc pour moi, c'est une évidence. Ils n'avaient pas, je dirais, cette dialectique, ils n'avaient pas ce langage dessus, mais c'est évident qu'ils connectaient ça, bien sûr. Laurent demande, quantique. Laurent demande comment se connecter à son double quantique. Et moi, je te demande, en fait, est-ce qu'il faut forcément être praticien pour se connecter à son double quantique, ou est-ce que tout le monde peut le faire? Alors, et comment? ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est beaucoup plus facile de faire un soin quand c'est une personne extérieure qui va connecter son propre double quantique. C'est-à-dire, si moi, je veux faire un soin que j'appelle mon double quantique, ça sera toujours moins efficace que si un praticien qui sait appeler mon double quantique va lui demander d'aller corriger des choses chez moi. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que c'est la notion de neutralité. En fait, on sait très bien que dans la physique quantique, l'observateur, je dirais, influe sur le résultat. Du fait que si c'est moi qui suis pas bien, par exemple, je suis malade ou j'ai envie de dépasser une problématique affective, d'argent, voilà, et que je vais demander à mon double quantique, en fait, de libérer ce qu'il y a à libérer, ce qui se produit, c'est que j'ai un désir de le faire, j'ai une volonté de le faire, j'ai une attente par rapport à ça. Et dans ce champ informationnel, je vais glisser en fait cette attente. Je vais glisser une tension qui va empêcher le travail de double quantique comme il se fait. Alors que si c'est un praticien qui est extérieur, et je disais au début de l'interview, en fait, ce qui est important, c'est de ne pas avoir d'attente. C'est de dire, OK, j'appelle double quantique et puis lui, il fait son job. Et en fait, on s'est aperçu qu'on n'intègre pas cette tension. Mais on peut bien entendu appeler son double quantique. Ça, c'est évident. À partir du champ du cœur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment descendre sa conscience au niveau du cœur, sentir vraiment qu'on est là, je dirais, au niveau de son chakra cœur, et à partir de là, il suffit de demander d'appeler son double quantique. Mais quand, si c'est pour l'appeler, ok, mais on ne va pas le sentir. Donc, de toute façon, ça ne fait pas grand-chose. Quand on l'appelle, c'est généralement pour régler des problèmes. Et comme je viens de le dire, le problème, c'est que on a envie d'enlever ces problèmes. Et cette envie-là, c'est une information qui peut parasiter, en fait, le résultat. Et ça, on s'en est aperçu, parce qu'il y a des praticiens dans mon école qui me disent, mais, je voulais libérer ça et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que tu voulais que ça marche, tu voulais que ça soit libéré. Alors que son collègue appelait son double quantique et ça se libérait automatiquement, en fait. Donc, on peut l'appeler, mais on n'est pas les plus efficaces je dirais, pour qu'ils puissent nous aider intrinsèquement. Alors, du coup, ce que j'en comprends, c'est que quand on formule une volonté, une pensée, on change d'espace et on part du cœur pour aller vers le mental. Est-ce que c'est ça qui réduirait? Exactement, parce qu'effectivement, par la volonté, par le désir, par l'attente que l'on a, on va repasser dans notre mental et automatiquement, le champ vibratoire, il n'est pas le même. Et donc, automatiquement, ça fonctionnera moins. Donc, on peut tous appeler notre double quantique sans aucun problème. Et c'est là où je diffère avec Jean-Pierre Gagny-Mallet. Nous ne sommes pas les mieux placés pour que notre double quantique soit le plus efficace possible. Est-ce qu'il y a des doubles qui sont plus ou moins efficaces, puissants, influents? Et est-ce que ça provient d'actions qu'on pourrait produire dans notre dimension, dans la manifestation? Alors, est-ce qu'ils sont plus ou moins efficaces? Je ne l'ai pas constaté. Par contre, ils ont plus ou moins de facilité à faire le job.
En fonction de quoi? En fonction des résistances que l'on a, en fait. C'est comme avec les présences invisibles, il y a la loi du libre arbitre, c'est-à-dire aucun ange gardien, aucun guide ne peut te forcer à guérir si tu n'as pas envie de guérir. Pour le double quantique, ça va être la même chose en fait. Donc pour moi, il n'y a pas une notion de plus ou moins efficace, il y a une notion de je suis plus ou moins ouvert à accepter, je dirais, une intervention divine. Puisque pour moi, on est vraiment dans l'ordre du divin à ce niveau-là. Du coup, de ce que j'en comprends, alors là, toi, bien sûr, c'est ta partie parce que tu as un rapport avec ton double quantique par la thérapie, la guérison plutôt. Mais est-ce que notre double quantique pourrait, est-ce qu'on pourrait avoir des interactions avec lui dans d'autres champs d'application que pour la guérison ou pour le fait de retirer des pensées limitantes ou des saboteurs? Moi, je sais que je l'ai expérimenté uniquement à ce niveau. À quoi tu pourrais penser, par exemple? Ben, est-ce qu'il y a un lien, par exemple, avec la loi d'attraction, avec l'idée de pouvoir changer son destin, de changer sa réalité, d'améliorer peut-être certains événements dans nos vies, enfin... Alors, pour moi, c'est très clair dans la mesure où, quand tu veux changer des choses dans ton futur, il faut changer des comportements dans le présent, en fait. Donc, pour moi, toutes les actions, elles vont se faire dans le temps présent. Ce temps présent, pour pouvoir être le plus aligné possible, bien entendu que ça va nous demander d'aller dans le passé et de libérer des charges émotionnelles négatives sur notre arbre généalogique, sur nos vies passées, sur l'intra-terrain, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment dans ce temps présent où, plus on se libère, plus on favorise quelque part notre futur. Oui, oui. D'accord? Donc, moi, c'est vraiment à ce niveau-là. Je vais pas demander à mon double quantique, en fait, d'améliorer mon futur. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je vais pas demander à mon double quantique de me faire un futur radieux, joyeux. Par contre, ce qu'on fait, c'est d'aller, en fait, chercher les vecteurs, les causes qui font que j'arrive pas à être dans l'appréciation, je suis pas au plus de ma forme, etc., etc. Et là, on peut libérer ça avec le double quantique de façon à pouvoir se construire cette vie plus joyeuse, plus harmonieuse, etc. Ce qu'on a pu s'apercevoir, parce que maintenant ça fait plus d'une décennie que je travaille avec ce double quantique, c'est que il ne travaille pas si on ne lui montre pas là où il faut changer l'information. Ça, c'est hyper, hyper important. Je ne peux pas dire à mon double quantique, écoute, voilà, moi je m'allonge, tu me fais un soin, tu repères là où c'est que je suis pas bien, et puis tu te débrouilles. Ça fonctionne pas. En fait, que ce soit au niveau des présences, anges, gardiens, guides, etc., etc., ils veulent que nous récupérions notre pouvoir divin. Et pour le double quantique, puisqu'il fait partie de la sphère spirituelle, c'est la même chose. C'est-à-dire, plus on va connecter notre pouvoir sensitif, c'est-à-dire plus on va pouvoir montrer là où il doit agir, plus ça va être efficace. On a essayé des tas de fois, une personne qui n'était pas bien en formation, on appelle son double quantique, ok, fais-lui un soin, machin, etc. Il ne se passe pas grand-chose. Par contre, on repère chez la personne qu'elle a, je sais pas, on va dire un implant ou une mémoire au niveau de l'estomac, ok. Et là, on va pouvoir dire, ok, libère cette mémoire qui est reliée à telle date ou à l'intra-utérin ou quoi que ce soit au niveau de l'estomac. Et là, ça fonctionne en fait. Ça veut dire qu'il y a une collaboration hyper importante entre, je dirais, le déploiement des facultés psychiques et sensorielles chez l'humain et le double quantique. Il ne va pas faire le job que nous sommes censés faire. C'est comme les anges gardiens, les guides, etc. Ils ne font pas le job que nous sommes censés faire. Et en fait, nous, en tant que praticiens, moi, ce que j'enseigne, c'est le praticien doit arriver à scanner, à canaliser où sont les points d'accroche, où sont les pollutions. Une fois que c'est repéré, je dirais, c'est facile de faire partir ça parce que c'est le double quantique qui s'en charge. Mais on ne peut pas dire au double quantique, ben voilà, cette personne n'est pas bien, fais-lui un soin et puis
tu m'appelles quand c'est fini, quoi. Ça fonctionne comme ça. Alors, justement, on va passer justement sur l'identification de tous ces saboteurs. Mais ce que je vois, c'est deux choses. C'est-à-dire, la première, c'est finalement ce double quantique, il n'est pas limité dans le temps. Parce que finalement, s'il est capable d'aller libérer une mémoire intra-utérine, c'est qu'il est en dehors de l'espace-temps. Et la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même lié à notre capacité à expandre le champ d'information de notre cœur. Et donc, finalement, comment on fait pour augmenter finalement l'émission de notre cœur, ou en tout cas les fréquences, notre cœur quantique, en fait, je pourrais presque le nommer ainsi. Alors, pour le praticien, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont formés, je forme les praticiens, à ce que quand ils fassent un soin, il n'ait aucune attente. Il n'y a pas de projection. Il n'y a pas je veux que cette personne aille mieux, je veux qu'elle guérisse, etc. On n'est pas du tout là-dedans. Pourquoi? Parce que sinon, je vais intégrer ça dans l'information et ça va gêner le travail. Donc ça, c'est facile quand c'est une personne qui est extérieure. Donc le praticien, il n'a aucune difficulté à se connecter à son cœur, de façon à pouvoir connecter son double quantique pour interagir avec le double quantique de la personne. Par contre, c'est plus difficile, et effectivement, comme je l'ai dit, quand on a des attentes, en fait. Quand on n'est pas bien, quand on veut vraiment améliorer sa vie, rencontrer le partenaire, avoir un meilleur travail, etc. On a tellement d'attentes que ces attentes peuvent gêner, en fait, ça crée des informations qui sont contraires, en fait. Donc, plus on va être dans le détachement, plus on va être dans je fais, mais le résultat ne m'appartient pas, plus ça va être efficace. Plus je suis en attente que quelque chose se fasse, eh bien, plus je vais créer de la tension de toute façon, automatiquement. Mais est-ce que tout ça, c'est des principes finalement qui ne sont pas applicables à nos vies de manière générale, sans parler du double quantique finalement? Complètement. C'est le champ de l'information, de toute façon. Nous sommes dans le champ de l'information. Donc, effectivement, plus je mets dans mon champ d'information des attentes, eh bien, plus je vais bloquer automatiquement la libération. Ça, c'est une évidence. Et est-ce que toi, tu vois, par exemple, depuis que tu intègres ces pratiques dans ta vie, un changement profond dans ta vie en tant que Yannick, si tu veux, au-delà du praticien? À moi, le Yannick qui existait, je dirais, avant l'ouverture donc à ses connaissances et à ses pratiques, il a disparu en fait. Parce qu'en fait, dans certains états, je pouvais être dans des états d'impuissance, quelque part, par rapport à ma propre vie, hein, j'entends bien. Pas par rapport à ce qui se passe sur la planète, par rapport à ma propre vie. Avec, je dirais, ces applications et cette connaissance, même si les choses ne tournent pas comme je voudrais exactement qu'elles tournent, etc., je n'ai plus ce sentiment d'impuissance. Pourquoi? Parce que je sais que la bonne clé existe. Il faut juste trouver la bonne serrure, en fait. Oui. Voilà. Mais je sais que ça existe. Donc, après, je me dis, OK, c'est qu'une question de patience. Et quand je ne suis pas apte à aller libérer les choses, mais qu'est-ce que je fais? Je demande à quelqu'un qui, effectivement, a cette connaissance et qui peut m'aider, par exemple. Du coup, voilà, il y a une question alors que pose Geneviève, mais je ne suis pas sûr de tout comprendre. Bonsoir, l'action du double quantique est-elle possible seulement après la conscience, en tant qu'information des disharmonies en nos corps? Alors, je ne sais pas si tu la comprends, cette question. L'action de double quantique est possible seulement après la conscience? Oui, oui, tout à fait. Il faut d'abord, effectivement, ramener à la conscience, la localisation du problème, 2, la nature du problème. Et à partir de là, le double quantique peut agir. C'est-à-dire que c'est une thérapie d'évolution de conscience. Il y a besoin que la personne prenne conscience d'eux. Mais ça peut se faire, par exemple, je dirais, au niveau même alimentaire. La dernière personne que j'ai corrigée, c'était en formation, une personne qui avait des douleurs d'estomac pas possibles. Je n'ai pas dit au double quantique de la personne, tiens, libère son problème d'estomac. Et non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, je suis allé connecter son estomac en me demandant si c'était un problème émotionnel, un problème physique, un problème d'ordre alimentaire. Ok, c'est un problème d'ordre alimentaire. D'ordre alimentaire, qu'est-ce qui se passe au niveau alimentaire? Et donc, je vais scanner les différents aliments et là, je tombe sur du café.
Et effectivement, elle n'avait pas capté. Dans le gîte où elle était, elle prenait un café qui lui allait, mais alors carrément pas. Et donc, ça faisait 3 jours qu'elle avait des maux d'estomac. Elle nous en parlait que le 3e jour. À partir du moment où j'ai conscientisé, qu'on a ramené l'information, là, j'ai demandé à son double quantique de libérer en fait son estomac. Je vous assure, hein, ça s'est fait, mais direct. Il n'y a pas eu de magnétisme, une position des mains, etc. Je n'ai pas eu la volonté de libérer son estomac. C'est juste de dire, OK, double quantique, tu peux libérer cette information. Et lui, il a libéré l'information. Pourquoi? Parce que le café qui ne convenait pas, c'est une information. Mais si je ne ramène pas la conscience que c'est le café qui crée ça, et vu qu'elle est en formation 1 semaine, elle va continuer à être mal, continuer à consommer le café. Donc ça veut dire que la conscience est nécessaire en fait. Est-ce que le fait que la personne qui reçoit le soin soit informée joue? C'est-à-dire, alors évidemment, on ne fait pas de soins sans informer les gens, mais est-ce que, par exemple, on pourrait identifier, moi je ne sais pas, un problème et finalement que ça soit un autre, mais que ça marche quand même? Non, si on intervient sur une personne, c'est qu'elle nous a donné son accord. Je ne sais pas ce que je dis. Ce que je dis, Pardon. c'est par exemple, on pourrait identifier, je sais pas moi, un problème d'intestin, et en fait, Ouais, c'est un problème de poumon, mais le double ouais. quantique fait quand même le job. Il ne va pas le faire de la même manière parce qu'il a vraiment besoin qu'on lui cible précisément en fait ce qu'il en est. Plus on va être précis et demander de cibler en fait un organe, une croyance, etc., eh bien plus ça va être efficace. Et ça, c'est le job en fait du praticien. Le praticien, il n'est pas mieux placé qu'un autre pour appeler le double quantique parce que tout le monde peut appeler son double quantique. Je dirais qu'il est mieux placé par son entraînement pour aller détecter précisément la source de la problématique. Parce que Ok. tant qu'on n'a pas ciblé, nous on l'a fait des centaines de fois, on a fait des tests en aveugle, par exemple, qui c'est qui veut résoudre un problème? Ok, il y a toujours une personne qui lève son bras, vient au milieu, il y a 20 ou 30 personnes, ok, tout le monde va connecter son double quantique, il va demander à son double quantique de libérer le fait qu'il n'est pas bien, etc. Il n'y a rien qui se passe? Ok. On va maintenant localiser ce qu'il en est. Alors, c'est où? Eh ben, c'est au niveau du poumon. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé ça avec sa femme ou j'en sais rien, etc. Ok, ça te parle? Ouais, ça me parle. Double quantique, libère ça. Boum, c'est fini. Donc, il y a vraiment besoin de se conscientiser, en fait. Alors, on s'est dit, ben, c'est l'effet placebo de la conscientisation, en fait. C'est-à-dire que la personne conscientise et en fait, il n'y a même pas besoin de double quantique pour qu'elle puisse se libérer. On s'est dit ça. Donc, on s'est dit, ben, on va trouver la problématique, mais on ne va pas la partager à la personne. On ne va rien lui dire. On va juste informer son double quantique d'aller libérer l'information que nous, on a captée. Donc, la personne n'était pas au courant consciemment du conflit qu'il y avait derrière. Boum, ça a libéré. Ça veut dire que la personne elle-même n'a pas. Alors, nous, on ne le fait pas parce que je pense qu'une thérapie est là aussi pour faire prendre conscience des choses et pour que la personne grandisse et évolue. Mais pour tester les choses et se dire, ben, c'est pas que la prise de conscience qui l'a soulagé, non, c'est le fait effectivement que le praticien trouve en fait précisément et indique en fait sur la carte où il faut aller. Ben, c'est comme si vous indiquez pas un GPS votre destination, il va pas vous y amener en fait. Mais là, c'est la même chose. Et après, dans des cas comme le café, comme j'ai cité, là, on s'est dit, oui, c'est pas la prise de conscience, c'est pas la prise de conscience qui fait la correction. Parce que on a beau te dire qu'effectivement, le café que tu as bu, il n'était pas bon, c'est pas ça qui va résoudre ton problème d'estomac. Oui. Par Voilà. exemple, justement, c'est marrant que tu parles d'estomac. Marjolaine demande: Bonsoir, est-ce possible de guérir la porosité intestinale avec notre double quantique et est-ce que ça peut perturber la connexion, la clarté? Alors, on a essayé maintes et maintes fois, effectivement, de corriger une porosité intestinale avec double quantique. Ça ne fonctionne pas. Ah, Ça ne fonctionne pas. Non, non. Le double quantique va pouvoir, en fait, parce que là, il y a une atteinte, en fait, je dirais, fonctionnelle, une atteinte pathologique des tissus. Et en fait, il va pouvoir libérer quelque part, je dirais, par exemple, l'histoire du café, un trouble fonctionnel, mais il ne va pas pouvoir libérer une atteinte des tissus. La personne qui avait bu son café, ça ne lui allait pas, il ne s'est pas fait un ulcère d'estomac.
C'est tout simplement, on appelle ça que son estomac était un accident neurologique. C'est une information au niveau du cerveau. Ça, le double quantique peut l'enlever. Par contre, il ne sait pas réparer des tissus, le double quantique. Il ne sait pas réparer dans la matière. Il va réparer de l'information, mais il ne peut pas réparer la matière. C'est-à-dire que la porosité intestinale, on sait que ce n'est pas que de l'alimentaire. Il y a des tas de gens qui bouffent mal et qui n'ont pas un intestin poreux. Par contre, les personnes qui ont un jugement sévère sur elles-mêmes, les personnes qui sont critiques, qui ont une critique acerbe vis-à-vis d'elles-mêmes, ces personnes-là ont une porosité intestinale. Le double quantique peut travailler sur cette habitude du jugement envers soi, peut travailler sur la croyance que l'on n'est pas une assez bonne personne, etc., etc. Il va pouvoir travailler dessus, mais il ne peut pas réparer les tissus. À un moment donné, il va falloir du pondéral, il va falloir de la matière. Donc, on va réparer, par exemple, la porosité intestinale avec de la glutamine, par exemple. Il va falloir de la matière. Et ça, c'est vraiment important de ne pas penser que, eh bien, on peut tout guérir avec le double quantique. À un moment donné, quand il faut de la matière, il faut de la matière. Si vous avez, je ne sais pas moi, une infection carabinée, il vous faut des antibiotiques, il vous faut des antibiotiques. Vous ne pouvez pas dire au double quantique, guéris-moi, j'ai une infection carabinée. Donc ça, c'est vraiment important de poser les choses. D'accord. Alors, donc, Laurence demande, et je pense que ça va nous emmener sur un autre sujet, comment vous repérez en tant que thérapeute ces problèmes chez l'autre? Ce sont des ressentis énergétiques ou des visions ou les deux? Alors, très très bonne question, effectivement, merci Laurence. J'en viens au scanning et à la canalisation. C'est-à-dire que chaque être humain est livré avec ce qu'on appelle un kit de communication extrasensorielle, c'est-à-dire des facultés psychiques qui lui permettent de pressentir, de percevoir, de ressentir, d'entendre ce qu'on appelle de l'information subtile. On a tous vécu ce moment où on est rentré dans un lieu, où on a été en contact avec une personne et on s'est dit, je sais pas, je sens pas, je me sens pas bien. On a tous vécu ça. Par contre, on ne savait pas forcément pourquoi on n'était pas bien au contact de cette personne ou dans ce lieu, ou quand on nous a parlé de ce projet-là, non, je sais pas, je ne sens pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sens pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est actif en nous et qui nous permet quelque part d'avoir un radar. Et ça date de l'homme de Cro-Magnon, parce que quand il partait dans la forêt chasser le mammouth, eh bien, il fallait qu'il ait tous ses sens branchés pour ne pas se faire bouffer par un tigre dent de sabre. Oui. Et donc, cet instinct, il y a la capacité de travailler et d'en faire en fait un système de scanner très, très performant et d'aller en fait savoir pourquoi cette personne, je ne la sens pas. Je vais savoir pourquoi ce lieu, je ne le sens pas. Par exemple, j'ai une promo un jour qui arrive, ils dormaient dans un gîte et ils arrivent tous les matins, ils sont crevés. Moi, je leur dis, il faut arrêter de faire la bringue. Vous êtes en formation, vous n'êtes pas là pour faire la bringue. Je me dis, mais Yannick, on t'assure qu'on ne fait pas la bringue. On se couche tôt, mais dans cette maison, on ne dort pas. OK? Je dis, ben, on va scanner la maison. Mais on n'est pas près de la maison, mais ce n'est pas grave. Vous pensez à la maison et vous scannez la maison. Et là, ils scannent la maison et je ne dirais pas la totalité, mais beaucoup ont vu l'image d'un pendu. Et effectivement, après s'être renseigné, dans une chambre mansardée en haut, c'était l'ancien notaire du village qui s'était pendu parce que sa femme s'était barrée avec un autre. Et donc, il y avait toujours cette mémoire, cette présence, cette entité qui faisait que personne ne dormait là-dedans. Est-ce qu'on est allé sur les lieux? Non. On a utilisé en fait cette capacité à scanner la maison et à recevoir une information. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Sauf que très souvent, on pense que c'est notre imagination qui nous joue des tours. On pense que, bah non, c'est pas vrai, etc. Mais on a tout ce système-là. Et quand on apprend à interpréter de façon claire, nette, précise les images que l'on reçoit, une idée qui nous parcourt le cerveau, un mot que l'on entend, une sensation dans le corps, eh bien là, on est dans une canalisation précise. Et moi, quand je regarde une personne, c'est ce que j'enseigne, que ce soit dans le Quantiscan ou dans d'autres formations, il y a une personne devant moi, je sais exactement quel est l'organe qui est défaillant, je rentre dans l'organe
et je vais aller chercher ce qui s'est passé, etc. Un exemple, il y avait donc dans le dernier Quantiscan, je demande qui c'est qui a un problème, et il y a une fille qui lève la main. Elle dit, moi, ça fait 8 ans que j'ai une douleur dans le côlon. J'ai passé des scanners, etc., mais il n'y a rien. Et pour autant, j'ai tout le temps mal, tout le temps mal, tout le temps mal. Et donc, je la scanne, effectivement, c'est bien le côlon. Et là, je vois, en fait, une amie qui me tourne le dos et elle qui comprend rien, qui est là. Et je lui dis, ben, tu n'as pas une amie qui t'a tourné le dos? Elle me dit, ben si, mais le rapport, j'y regarde un peu au niveau des dates, et là, elle a percuté qu'en fait, elle avait mal depuis que cette amie lui avait tourné le dos, mais elle lui a jamais reparlé, en fait, de cette trahison. Et le fait, donc, de libérer ça, ben, allez, on va dire 3 jours après, elle n'avait plus mal. C'était fini. Est-ce que c'est magique? Oui, c'est magique ce que le corps peut faire, ce que la conscience peut faire, ce qu'on peut recevoir comme information. Et ça, je dirais, moi, j'encourage toutes les personnes à le faire parce que pour moi, la divinité d'un individu, elle est là, en fait. C'est cette capacité à utiliser ses perceptions pour que le je ne sais pas disparaisse. Et moi, mes élèves, chaque fois qu'ils me disent, je leur pose une question, ils me disent je ne sais pas, il y a une boîte sur le bureau, ils mettent 2 euros à chaque fois. Pourquoi? Parce que le je ne sais pas est interdit dans la formation. Alors, je ne sais pas parler japonais parce que je n'ai pas appris à parler, ça c'est logique. D'accord? Par contre, je ne sais pas d'où ça vient mon problème, mais si tu le sais. Sauf que si tu cherches avec ta tête, tu ne le trouveras jamais. Par contre, si tu le cherches avec tes sens, si tu le cherches avec ce qu'on appelle l'intuition, faussement nommée l'intuition, parce qu'on n'est plus dans l'intuition quand on fait du scan, mais si tu apprends à te connecter à cette intelligence innée, le je ne sais pas, il disparaît. Et c'est très, très rapide. Hein. La personne, on lui dit, vas-y, connecte-toi, tu descends à l'intérieur de toi, tu demandes à ton intelligence innée, d'où ça vient cette douleur, d'où ça vient ce blocage, d'où ça vient ça. La personne, dans les 2 minutes, nous dit, mais je pense que ça vient de ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'on cherche la solution à nos problèmes avec notre tête. Et notre tête, eh bien, en fait, elle le cherche sur base de ce qu'elle connaît. Elle le cherche sur base de ce qui est dans notre référent de vie. Ça veut dire que tout ce qui est en dehors et qui n'est pas connu, notre tête ne peut pas le percevoir. Par contre, nos sens, oui, peuvent le percevoir. Et donc, on a tout intérêt à se connecter à ces sens et à en faire un outil de détection qui soit le plus fiable possible, en fait. Et on peut arriver à des trucs, mais franchement, c'est des trucs de dingue. Moi, quand je vois mes élèves qui me renvoient des commentaires en me disant ah, mais c'est génial ce que j'ai pu trouver, des personnes qui leur demandent pour des pathologies, pour des blocages, pour des sabotages. Le praticien se connecte et trouve, mais en 2 minutes, exactement la cause. Mais pas parce qu'il est un génie, tout simplement parce qu'il sait utiliser ce kit de communication extrasensorielle qui est le scanning. Le scanning, c'est vraiment je scanne la personne comme un laser. Et la canalisation, c'est j'ai l'information parce que là, j'ai scanné qu'il y avait un point qui n'était pas OK. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Et pourquoi le nommer canalisation en fait? Enfin, tu le nommes scan, mais pourquoi tu mets le mot canalisation en plus? Parce que le scanning, c'est vraiment la capacité à dire, OK, ce que je vois, pof, c'est un problème au niveau de ton poumon droit, par exemple. Là, j'ai scanné, en fait. À partir du moment où j'ai scanné, je vais ouvrir ce canal, donc canalisation comme canal, qui va faire que je vais recevoir l'information. Sauf que l'information que je reçois, elle est toujours dépendante de mon, je dirais, de mes filtres, de mon système cognitif, de ma banque de données. Et en fait, l'information que je reçois, elle n'est jamais pertinente à 100%. Il va falloir que je la retravaille. Ah oui. C'est-à-dire, si je vois l'image d'un pendu, par exemple, je ne vais pas dire à la personne ah, dans une autre vie, tu t'es pendu ou tu as des idées suicidaires ou tu as envie de te pendre. Non. Pourquoi? Parce que cette image de pendu, elle peut correspondre tout simplement à une personne qui est prise à la gorge au niveau financier, au niveau de son couple, par exemple. Donc, cette information que je reçois, je vais devoir la travailler. Et ça, je vais demander tout le temps à l'intelligence innée de m'envoyer des informations supplémentaires pour que je puisse comprendre le message complètement. Un peu comme le langage du rêve, un petit peu comme quand on a un rêve et qu'on doit quelque part en fait, est-ce que c'est l'inconscient quelque part qui s'exprime du coup? Ou le subconscient? Quand on reçoit, en fait, quand on reçoit l'information,
C'est vraiment une vibration, c'est vraiment une information, une onde, hein, d'accord, qui va se réfléchir, en fait, dans la boîte crânienne et surtout au niveau du cerveau droit. Et à partir de ce moment-là, le cerveau droit va lister, en fait, dans notre filtre cognitif, les informations que l'on connaît pour que l'information soit la plus proche possible de ça, en fait. Par exemple, là, cet après-midi, il y a une amie qui me dit, mais j'ai fait un scan à une autre personne et elle m'a dit, mais c'était extraordinaire. Je suis parti de l'image d'un caïman. Donc, quand on scanne une personne et qu'on voit un caïman, on se dit, mais ouais, C'est pas très parlant, quoi. c'est parlant, quoi, hein, tu vois. Et je dis, OK, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu en as déduit de cette image? J'ai le concurrent. Voilà. Il va partir, les gars. C'est quoi ce truc? Mon téléphone s'est mis tout seul en marche. Donc, le caïman, en fait, elle reçoit cette image et à partir de là, elle va faire travailler son cerveau dans la canalisation pour comprendre cette image. Donc, quand on a un caïman, qu'est-ce qu'on voit? Une personne qui a une carapace, une personne qui est quand même assez, je dirais, placide, qui ne bouge pas. Mais dès qu'on va la titiller, on peut vous bondir dessus. Ouais. Le caïman aussi, et c'est ça qui est génial, c'est qu'elle est allée faire ce rapprochement aussi. Caïman, en fait, c'est l'entrée de gamme de la gamme Porsche. La Porsche Caïman. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire dans le cerveau cognitif. Et en fait, elle lui a dit, mais vous avez des désirs de performer, d'atteindre une vie de luxe, sauf que, bien pour vous, vous n'êtes pas à la hauteur. Et c'était exactement ça, en fait. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe, c'est, comme le dit Laurence, c'est arriver à faire des liens sur l'image que l'on reçoit. Et c'est ça la canalisation. Et ça, c'est magnifique parce que notre âme d'enfant, eh bien, je dirais qu'elle est à l'œuvre. Et quand on sait faire les liens, mais devant la personne, elle dit, mais tu ne me connais pas, mais tu me décris à 100%, en fait. Parce qu'on a tous cette capacité à aller canaliser des choses. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on est tous canal, du coup, dans ce ouais, que tu nous dis? tous. Et du coup, on peut le faire au-delà de la guérison, en fait. On peut être canal sur plein de sujets. Il n'y a pas un contexte de ma vie où je l'utilise pas. Quand je vois que ça bloque un endroit dans ma vie, je me pose, je vais scanner, je vais canaliser et je vais trouver exactement pourquoi ça bloque, en fait. Le je ne sais pas n'existe plus. Et c'est ça qui est. Et canaliser, c'est pas l'intuition. Pour toi, c'est quand même un peu différent. L'intuition, en fait, c'est quelque chose qui nous parvient. C'est quelque chose qui n'est pas prévisible et qui est fugace. Waouh, j'ai l'intuition qu'il ne faut pas que j'aille là. La canalisation, c'est un phénomène volontaire, répétitif, qui part de nous. On ne peut pas avoir une intuition pendant 1h30. Ça n'existe pas. J'ai une intuition et puis elle s'en va. Là, c'est ce que j'appelle fulgurance, moi. J'appelle ça une fulgurance, mais c'est pareil. C'est un caractère fulgurant. Je ne sais plus qui disait c'est l'intelligence qui a commis un excès de vitesse. Je crois que c'est Bernstein. Et en fait, le scan, c'est je me pose devant une personne et pendant 2 heures, je vais scanner tous les domaines de sa vie, lui raconter sa vie, mettre en avant ses potentialités, mettre en avant les nœuds énergétiques, là où ça bloque, ce qu'elle doit délibérer, etc. Là, on n'est plus dans le domaine de l'intuition. L'intuition ne sait pas faire ça, en fait. Là, c'est un entraînement pendant 2 heures. On peut faire un scan. Hein. Et ce qui est génial, c'est qu'au bout des 2 heures, ben, le praticien n'est pas fatigué, en fait. Il est tellement connecté, en fait, à ce canal qu'il est régénéré de par la même occasion, de toute façon. Moi, je ne connais pas des personnes qui me disent « mais je suis fatigué après un scan ». Elles me disent « non, non, au contraire, j'ai plein d'énergie, je peux en faire d'autres ». Et en fait, on n'est vraiment plus du tout sur le même canal que l'intuition, même si l'intuition fait partie de nos perceptions extrasensorielles, mais une intuition, ça ne se commande pas. Par contre, la canalisation, ça se commande. C'est-à-dire que je peux me mettre en mode off, voilà, comme je peux me mettre en mode on. Et c'est ça qui est génial, c'est que je ne subis pas, en fait, mes perceptions. Parce que personne me dit, mais déjà, je suis hypersensible, en plus, je me connecte aux gens, etc., etc. Non. L'hypersensibilité, en fait, c'est un phénomène qui n'est pas maîtrisé. À partir du moment où on t'apprend à maîtriser tes perceptions,
Moi, quand je rentre dans un supermarché, que je fais des activités, je suis en mode off. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout assailli par des perceptions. Par contre, si j'ai besoin de me connecter à quelque chose pour le comprendre, pour trouver la solution, parce que quelqu'un me demande quelque chose, là, je me mets en mode on, et là, je suis en état de canalisation. Donc, en fait, c'est un phénomène qui est maîtrisé. Et ça, c'est vraiment important. Julia demande, est-ce qu'on peut se scanner soi-même et donc se guérir soi-même? Alors, on a déjà parlé du double quantique, mais on n'avait pas parlé du scanner. Oui, oui, on peut tout à fait se scanner soi-même, complètement. Moi, par exemple, je suis allé faire une analyse de sang, c'était pour une assurance, et on m'a trouvé des gamma-GT. Alors, un médecin qui me dit, ben, il va falloir que vous arrêtiez de picoler. Ben, ça tombe mal parce que je picole pas, voilà, même si j'ai un fils qui est dans le bain, je ne bois pas du vin tous les jours, loin de là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti de chez Toubib et j'ai dit à mon foie, OK, on va avoir une petite discussion. Et donc, j'ai demandé, raconte-moi ce qui ne va pas. Et là, il m'a dit clairement que j'avais un fonctionnement qui ne lui était pas propice et qu'il fallait que j'arrête ce fonctionnement parce que ben, lui, ça le perturbait en fait. C'était un fonctionnement alimentaire ou un fonctionnement psychologique? Psychologique, d'accord. Ouais, c'était un fonctionnement psychologique sur un projet professionnel que j'avais où je voulais que tout rentre trop dans les cases quelque part. À partir du moment où j'ai dit OK, je lâche l'affaire, ben, les gamins, ils ont diminué. Donc, en fait, tu manquais de foi dans ton projet presque. La foi du cœur, quoi. Je manquais en fait d'une personne qui m'assiste. Ah, d'accord. Et du coup, j'étais obligé de faire le travail de 2 personnes dans ce projet-là. Donc, j'ai dit, ben, OK, ça va, il faut que j'ai le projet qui m'assiste, la personne qui m'assiste, et elle est arrivée. Ah, c'est génial. Voilà. Donc, oui, on peut tout à fait se scanner soi-même. Dans le Quantiscan, on apprend à se scanner soi-même. Est-ce qu'on peut se guérir soi-même? C'est toujours pareil. Il faut que je comprenne d'où vient ma problématique. Parce que mes gamma GT, si je ne comprends pas que ça vient d'un fonctionnement, ben, je vais me priver au niveau alimentaire. Ben, je ne voyais pas trop ce qu'il y avait à me priver, mais bon, voilà. Le problème, c'est que je vais devoir prendre des cachets sinon. Parce qu'un nana m'a dit, je suis désolé, vous allez devoir prendre des cachets, etc. Ah ouais. Non, je ne prenais pas de cachet déjà. Donc, j'ai besoin d'aller comprendre en fait ce qu'il y a derrière pour changer un comportement. Et ça, on peut tout à fait le faire. À partir du moment où on est effectivement enclin à comprendre ce fonctionnement et, je dirais, décider de le changer aussi. Alors, Geneviève demande, est-ce que le double quantique peut lever ce que le mental crée, comme par exemple les hypocondries? Enfin, En fait, l'hypocondrie, c'est quoi? C'est des peurs. Donc, effectivement, la peur, c'est une vibration qui est basse. Okay, donc, il va falloir aller identifier la peur, d'où elle vient. Est-ce qu'elle appartenait à la famille? Est-ce qu'elle vient d'une vie passée? Est-ce qu'elle s'est fabriquée dans le ventre de la mère parce que la mère avait très peur? J'en sais rien. Mais dans tous les cas, il va falloir identifier les peurs. Et on peut travailler sur la peur. On ne va pas travailler sur l'hypocondrie. C'est-à-dire que les maladies ne nous intéressent pas. Les maladies ne nous intéressent pas en tant que bioénergéticien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les causes et ce que la maladie veut nous dire. Si une personne vient avec un cancer, on ne va pas s'occuper du cancer. On n'est pas cancérologue, on n'est pas oncologue, on n'est pas là pour... Voilà. Par contre, on va aller travailler sur ce qui, au niveau psycho-émotionnel, au niveau karmique, au niveau héritage transgénérationnel, au niveau alimentaire, fait que la personne, effectivement, déclenche un cancer. Pourquoi? Quelle est la leçon qu'il y a à comprendre? Quel est l'enseignement que le cancer apporte, en fait? Et là, on peut travailler dessus. Alors, on ne travaille pas qu'avec le double quantique. On a parlé beaucoup de double quantique parce qu'effectivement, moi, en partant quelque part des enseignements de l'hypnique et en allant plus sur les enseignements de Garnier Mallet, j'ai appelé cette technique la bioénergie quantique. Mais tout évolue et on s'est aperçu que le double quantique, par exemple, ne pouvait pas travailler sur certaines choses, sur par exemple ce qu'on appelle une hypothèque. Une hypothèque karmique, qu'est-ce que c'est? C'est dans une vie passée, j'ai gâché ma vie, j'ai picolé comme un trou, j'étais au bar toute ma vie, j'ai laissé passer ma vie, je n'avais pas conscience de la préciosité de la vie, du caractère précieux de la vie. Donc dans cette vie-là,
eh bien, je vais avoir une vie difficile, mais qui va me faire apprécier la beauté de la vie, en fait. Et ça, je ne peux pas travailler dessus. Pourquoi? Parce que la personne doit cheminer à travers cette expérience-là. Il y a des expériences de vie qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas modifier, parce que la personne doit traverser ça, en fait. Donc, c'est pour ça que le double quantique ne peut pas tout résoudre. S'il est prévu que je dois passer par telle problématique parce que cette problématique va me faire grandir, je ne peux pas faire un pass de l'expérience qui va me faire grandir, en fait. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi je la traverse. Et là, quand je comprends pourquoi je la traverse, eh bien, je la vis beaucoup mieux. Je ne la subis plus, en fait. Geneviève redemande encore, enfin, le thérapeute permet-il de se connecter à notre référentiel personnel des liens entre mots, sensations et sentiments? Le thérapeute permet-il de se connecter à notre référentiel personnel, des liens? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il est là aussi pour comprendre effectivement le système référentiel de la personne. Pourquoi? Parce que, admettons que deux personnes, admettons que deux personnes aient un conflit de perfection, par exemple. C'est-à-dire, c'est quoi un conflit de perfection? Je ne sais pas ce que c'est. La personne qui veut être parfaite, qui veut tout contrôler, etc., etc. Sur une personne, elle va peut-être pouvoir connecter une locomotive avec des rails, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit cadré, tout roule sur des rails, parce que sinon, ça déraille, d'accord? Et sur une autre personne, elle va peut-être pouvoir connecter le fait d'une montagne, c'est ce qui me vient, et de toujours gravir plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et c'est jamais satisfaisant. Et même quand j'atteins le sommet, il y a un autre sommet. Et quand j'atteins un autre sommet, il y en a un autre. Qui fait que ce conflit de perfection, c'est jamais assez bien. Et en fait, moi, je me suis aperçu, et pas que moi, les praticiens que je forme aussi, qu'on a notre propre système de référentiel qui va nous permettre de comprendre une image, mais qu'il est aussi calqué, en fait, au système référentiel de la personne pour que l'image que l'on perçoit, elle puisse être intégrée par la personne, elle puisse être comprise par la personne. Ça veut dire qu'il y a vraiment une intelligence qui est à l'œuvre et qui nous parle à travers ça. En fait, c'est les points de jonction de vos deux champs d'information personnels. Complètement. Et je dirais que c'est ce qui est le plus long à intégrer pour le thérapeute, parce qu'il faut qu'il apprenne à connaître son système référentiel et que très rapidement, il connaisse ce système référentiel de son patient, de son client. Est-ce que tu as besoin d'avoir la personne en face pour... Par exemple, il y a quelqu'un dans le chat qui me pose une question. Est-ce que tu pourrais identifier juste au nom de la personne la problématique avec une question? Ça, c'est extraordinaire aussi. On le voit dans chaque formation Quantiscan. Il y a des personnes qui sont en présentiel dans la salle de formation et des personnes qui sont à distance chez elles. Et en fait, on a fait l'expérience l'année dernière. Il y avait 4 Christine qui étaient en présentiel. On a pris une Christine. Mon assistante a pris une Christine. Même moi, je ne connaissais pas. Je ne savais pas quelle Christine avait été choisie. Et mon assistante dit, ben voilà, vous allez scanner Christine. Mais laquelle? Vous scannez la Christine que moi, j'ai choisie. Donc, les caméras ne la pointaient pas, elles ne la voyaient pas, et elles n'avaient que le prénom, elles n'avaient pas le nom. Et en fait, allez, 70% des personnes qui étaient en distanciel ont trouvé le conflit de la Christine qui était en présentiel. Donc ça, c'est une autre expérience qu'on fait, parce qu'on fait beaucoup d'expériences, j'adore ça en fait. En présentiel, on partage 2 groupes et on a une salle de formation qui est grande et donc en fait, il y a 2 salles de formation. Donc il y a un groupe qui est dans une salle, un groupe qui est dans une autre et on donne des numéros à chaque personne dans un groupe et pareil dans l'autre groupe. Et les 1 vont scanner les 1 le 1 va scanner le 1, le 2 le 2, etc., etc. Et ils ne savent pas du tout qui c'est le 1, qui c'est le 2, etc. Donc, une fois qu'ils ont scanné, on les fait rejoindre dans la même salle. Et là, les 1 se mettent avec les 1, les 2 avec les 2, et ils commencent à se raconter ce qu'ils ont scanné, ils commencent à se raconter leur vie. Voilà. Donc, il n'y a pas du tout besoin d'avoir la présence de la personne, de savoir qui elle est. C'est le champ d'information, quoi. Ouais, c'est le champ d'information. Par exemple, j'ai
une, une élève qui avait ses 3 filles qui ne mangeaient pas. Et donc, ces 3 filles, moi, je ne les connais pas. Elles n'étaient pas là. Je les ai scannées, canalisé l'information. C'était un conflit commun que la mère avait vécu, et même au-delà. J'ai libéré l'information. Le jour d'après, les gamines, elles mangeaient normalement. Waouh! Ouais, Ouais, c'est hyper impressionnant. ouais, Quand ça, c'est dans le bon champ d'application, en fait, c'est toujours comme, mais je peux hem, pas dire, tiens, voilà, ça y est, on va faire qu'elles vont manger maintenant. Non, ça marche pas comme ça. Il faut trouver vraiment la cause. Et la cause, je ne l'ai pas dite à la mère, en fait. J'ai rien dit à la mère. J'avais je dirais l'accord de la mère, hein, bien entendu. J'ai rien dit à la mère, mais pour pas qu'elle influence. Mais c'est ça, on a modifié en fait l'information. on va faire un petit test. Par exemple, Marjolaine nous demande: «Que pensez-vous des sifflements d'oreilles?» Alors c'est peut-être pour elle ou pour une ou un proche. Est-ce lié à l'alimentation, à des chocs émotionnels? Est-ce possible de les libérer avec le scan? Enfin, avec le scan et le double quantique. On peut jamais faire une généralité en fait sur une pathologie. On peut pas dire tiens, t'as mal à la tête, c'est ça. T'as mal au cou, c'est ça. T'as des vertiges, c'est ça. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. L'origine, en fait, elle est propre à chacun. C'est-à-dire qu'effectivement, chez une personne, les acouphènes seront dus au fait que cette personne ne veut plus entendre parler à l'extérieur, elle en a marre du bruit. Euh, Chez une autre personne, ces acouphènes vont venir d'un excès de pression qu'elle se met au travail, etc. Donc ça veut dire que le scan, c'est quelque chose de spécifique et qui s'adresse à chaque personne, en fait. C'est quelque chose de ciblé. On ne part pas de généralité. Moi, quand je forme au scan, je dis, si vous avez lu des bouquins de décodage biologique de Jacques Martel, de Christian Flech, etc., ils sont géniaux, vous les fermez, vous les oubliez. Parce que sinon, votre scan, il va être basé sur la connaissance mentale que vous avez. C'est Que les ça. acouphènes, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Moi, je ne veux pas que vous me parliez des acouphènes, je veux que vous me parliez de la personne et de ce qui, dans son histoire personnelle, a fait qu'elle a créé des acouphènes. Et ça, c'est une approche qui est complètement différente. Et là, on récupère notre pouvoir en tant qu'humain, notre pouvoir divin, parce qu'on est connecté, en fait. On est connecté à un bouquin. Et les gens, sans leur bouquin de décodage, ils sont perdus. Mais le je sais, il n'est pas dans un bouquin de décodage qui est passé par les filtres de quelqu'un d'autre. Et même si ces bouquins sont très très bien faits, il n'y a aucune critique vis-à-vis de ces bouquins-là. Je dirais, ils aident quelque part les personnes qui veulent s'ouvrir. Et à partir du moment où on se dit, mais moi je veux travailler mes perceptions, ces bouquins-là, il faut les ranger. Et en fait, les Ouais. sifflements d'oreille, ça peut être dû à de l'alimentaire, ça peut être dû à des chocs émotionnels, ça peut être dû au fait que je supporte plus le voisin, ça peut être dû à la pression que j'ai au travail. Et en fait, le rôle du praticien, c'est d'aller tester précisément le pourcentage de physique, le pourcentage de psycho-émotionnel, le pourcentage d'hérité, le pourcentage d'acquis. Et en fait, en testant les pourcentages très précisément, on va avoir une cartographie précise de là où on doit cibler. C'est-à-dire que si, par exemple, ces problèmes d'acouphènes sont à, je veux dire, 80% psycho-émotionnels, on va d'abord s'occuper des 80% psycho-émotionnels. Je ne vais pas aller enquiquiner la personne sur son problème, sur une alimentation qui ne serait pas la cause de sa problématique. C'est pour ça que je trouve toujours très enfermant Ouais, quand ouais. on dit que le cancer, c'est un problème alimentaire ou c'est qu'un problème psycho-émotionnel. Cet après-midi, je regardais un post où c'était un praticien qui disait, voilà, vous avez mal aux épaules, c'est que vous avez trop de charges sur les épaules. Mais non, non. Moi, j'ai un problème d'épaule là. Pourquoi? Parce que je suis en train de restaurer une maison et que je suis en train de poncer des plafonds. Je veux dire, c'est bête comme chou. Il n'y a pas de problème psycho-émotionnel derrière. Donc, en fait, et puis j'ai mis mon épaule au repos et puis c'est fini. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment l'individu qui nous intéresse, c'est pas la pathologie. Donc, moi, par D'accord. rapport à ce demande d'oreille, ce qui m'intéresse, c'est le vécu de la personne, sans qu'elle me dise quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est moi qui vais aller scanner et canaliser son vécu et lui dire, mais ça a donné des sifflements d'oreille. En fait. En fait, c'est comme si tu changeais de paradigme par rapport au livre des maladies de Martel. C'est-à-dire que finalement, c'est qu'il est dans la généralité et qu'en fait, la vie, c'est pas des généralités et qu'on peut pas conclure que parce que
notre corps exprime tel symptôme, ça veut dire forcément que c'est tel problème, en fait. C'est ça. Le symptôme, il est lié à une histoire, à un vécu. Donc, même s'il y a des forts points communs, hein, c'est très juste ce qu'ils mettent. Le seul problème, c'est quand on veut, comme j'ai dit, développer ses perceptions, plus je vais réfléchir en fonction d'une connaissance acquise, ben, moins je vais me servir de mes sens, en fait. Moi, ce que je veux, c'est que le praticien que je forme, il se connecte à la personne, ils lui disent, ben, OK, moi je vois, il y a ça qui ne va pas, c'est lié à ça, et ça a donné ça. Et je ne sais même pas, en fait, que les acouphènes, ben, c'est telle symptomatologie, c'est tel décodage, en fait. Alors, donc, il y a Adrien qui demande s'il est prévu de faire un test avec une personne du chat. Et moi, je veux bien même, à la rigueur, me prêter à l'expérience, si tu es OK, de faire une mini-expérience. Et 10h30, à 10h15. Alors, comme tu veux, comme tu veux. C'est pas une obligation, mais en tout cas, on peut essayer ou sinon, il n'y a aucune obligation. C'est toi qui le sens. Si, on peut le faire. Il y a quand même la fatigue aussi, mais why not? OK. Why not? Alors, moi, par exemple, j'ai un eczéma aux mains que je n'arrive pas à faire partir. Ben, tu vois, depuis tout à l'heure, je parlais de poumon droit. Et quand je parlais de poumon droit, je me suis dit, pourquoi je parle de poumon droit? Et en fait, je me connectais à toi sans le conscientiser. Et ce qui est rigolo, c'est que, enfin, ce qui est rigolo, la peau est reliée, en fait, je dirais, au poumon. Oui. La sphère du poumon. Pourquoi? Parce qu'on respire par notre peau. Tu vois? Oui. Et dans ce poumon, je vois du feu. Je vois du feu. Donc, je peux effectivement en conclure que ça peut donner une inflammation sur la peau. Comme Oui. ça peut donner une toux, etc. C'est plutôt dans la partie basse du poumon. Là, à partir de là, je vais demander le pourcentage de physique, d'origine physique. Ça me dit qu'il y a à peu près 30% d'origine physique. Alors, l'origine physique, ça peut être quoi? Ça peut être dû à l'alimentaire, ça peut être dû au lieu où on vit, ça peut être dû à quoi, la cause physique? Ça peut être dû à un produit qu'on met sur la peau, par exemple, à quelque chose qu'on utilise. Voilà. Ça, je nomme dans les généralités, en fait, ce qu'il en est et comment on procède. Et donc, si ça fait 28% exactement de physique, ça donne 72% de psycho-émotionnel. Et là, à partir de là, effectivement, je vais aller chercher le psycho-émotionnel. Donc, comme c'est quand même le plus important, le psycho-émotionnel, je vais aller donc chercher, enfin du moins, canaliser au niveau psycho-émotionnel, qu'est-ce que le poumon, il a à me dire en fait? Qu'est-ce que ton poumon a à me dire? Donc là, je vais laisser venir une image. Je vois un bâton qui est rompu comme ça. Clac. On coupe un bâton comme ça. Le bâton qui est rompu, ça peut être le bâton de la parole qui a été rompu. Donc, ça peut être une parole qui a été cassée, brisée, rompue. Le bâton, ça peut être un lien aussi, tiens. Un bâton qui rejoint deux personnes qui est cassé. Donc, moi, ça me parlerait d'une relation qui a été cassée, qui a été rompue. Je ne sais pas si ça te parle par rapport à ton eczéma. Il faudrait que j'en sache un peu plus. Oui, il y a cette possibilité, mais pour l'instant, c'est. En tout cas, tout ce que tu dis jusqu'à présent, ça me parle. Le psycho-émotionnel, ça me parle. Moi, je vois plus avec une personne masculine. Oui. Plus âgée. Je ne sais pas, je serais tenté de te demander la relation à ton papa. Il est plus de ce monde, alors je ne sais pas si, si ça peut jouer. Bien sûr, ça peut jouer. Il suffit de ne pas avoir eu le dialogue qu'on aurait aimé avoir, etc., etc. Donc moi, je partirais sur cette piste-là. Ok. Parce qu'elle me parle fort, cette piste-là, en fait. Alors après, c'est toujours difficile à antenne. Oui, bien sûr. Vraiment, moi, je vois des choses que, voilà, on ne va pas forcément dévoiler là.
Mais c'est vraiment, j'explique plus le mode opératoire en fait. Et par rapport donc à l'aliment, alors pas l'alimentaire, par rapport au physique, c'est quand même 28% de physique dans cet eczéma. Je vois une substance liquide qui est ingérée. Donc, c'est pas une substance liquide que tu touches. Tu bois pas des yogiti, des trucs comme ça? Non. Non. Pas de thé? Du thé, si, ouais, du thé, ouais. Parce que je vois, c'est pas la couleur du café. Non, je bois pas de café. Non, c'est pas la couleur du café. Je vois une couleur ouais, plus de thé. Je bois beaucoup de thé, ouais, ça c'est clair. Ouais, ouais. Alors, je vais aller voir pourquoi, hein, parce que je me Mm. demande, tiens, pourquoi ça crée ça en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que le thé, je vais le laisser cheminer dans le corps. OK. OK. Ce thé, en fait, il diminue l'énergie de ton intestin, de ton gros intestin. Et le gros intestin et le poumon sont liés en médecine chinoise. Ça veut dire Mm. que tu vas prendre l'énergie sur ton gros intestin, plus le poumon, lui, il va être en déséquilibre. Si par rapport à ces deux informations, comment ça résonne en moi, ça me dit c'est OK. Ouais, c'est bien du thé. C'est bien du thé. Donc ça parlerait de réduire la consommation. Ouais, de réduire la consommation. D'accord. Et ouais, par rapport à ce bâton qui est rompu, Ouais, ça c'est intéressant. je vois la parole quand même. Il y a quand même une parole. Il y a une parole, comme si une parole n'avait pas été respectée, avait été peut-être une parole bafouée. Mm. Ouais, parce que je vois la parole avec une espèce de sparadrap dessus. Et c'est Ouais. par rapport à une personne ligne. Ok. Donc, après, je vois d'autres images, mais c'est difficile de les partager là dans le groupe. Ça peut être assez personnel. Donc, Christian dit non dit, oui, ça peut être des choses comme ça. Après, il y a des idées qui me viennent, mais pas des idées, des images qui me viennent, mais voilà. Moi, j'irai cibler sur ces deux éléments-là, en fait. Donc, tu vois, je ne vais pas m'occuper de ton eczéma. Je vais m'occuper, en fait, de ce poumon qui exprime une tristesse, en fait, par rapport à ça. Et Marie-Odile qui nous dit pas de bol Sydney pour la santé, ce sera santé. Ça m'a fait rire. Et du coup, toi, donc, tu fais ta formation là pour cette technique donc, que tu nommes Quantiscan, c'est ça? C'est ça. C'est quand? Donc, je crois que c'est en mars. C'est fin mars, ça débute. Ouais, c'est un week-end de 3 jours par mois sur 4 mois. Donc, fin mars, fin avril, fin mai, fin juin. Il y a un live par semaine, donc où on entraîne les personnes. Voilà. Et donc, c'est 4 mois de formation avec 12 jours de présentiel ou de streaming live, c'est-à-dire que les personnes peuvent être chez elles, mais suivre le séminaire comme si elles étaient en présentiel aussi. Et pendant 4 mois, on va aller booster, entraîner, challenger, comprendre ce système référentiel qui fait que voilà, je vois un bâton, qu'est-ce que j'en fais en fait? Ok, il est cassé, ça représente quoi? Etc. etc. Ok, donc ça, de toute façon, toutes ces informations, on peut les trouver sur ton site qui est en description de la vidéo. Tout à J'ai fait. demandé à Aurélie de l'afficher, donc on va l'afficher à l'écran dans quelques instants. Ouais, ouais. Donc c'est en Provence, et en plus, je crois qu'on est voisins. Donc toi, c'est à Saint-Rémy, c'est ça? Saint-Rémy de Provence, tout à fait. Voilà, à côté d'Avignon. Donc on a découvert avec Yannick au début de l'émission que Voilà. on était très proches. Moi, Donc sur un grand plaisir. ouais, c'est ça, c'est ça. Alors donc c'est sûr, de toute façon, on trouve tout sur yannickvérité. .com, c'est ça, voilà. Tout à fait. Euh,
Donc maintenant, j'aimerais qu'on transite un petit peu vers ces histoires au niveau des saboteurs. Parce que tu dis, en fait, finalement, de ce que je comprends, ta technique, elle ne peut pas remplacer finalement le psychologique, le psychique ou le psychologique. Et donc, aller voir finalement qu'est-ce qui, comme on dit, santé en rigolant, mais c'est aussi la maladie, donc le maladie, la maladie. Donc, c'est finalement comment on identifie les blocages, les pensées limitantes, enfin, les causes finalement des pathologies au-delà du scan. Quel est le process en fait? Alors, déjà, ce que j'ai envie de donner comme astuce, comme technique aux personnes qui nous écoutent, c'est déjà de vérifier si conscient et inconscient sont alignés sur ce que l'on veut vivre, par exemple. Et ça, on peut tout à fait le détecter, je dirais, individuellement, même si on n'a pas l'expérience. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui est que notre corps ne ment jamais. Ça veut dire que quand je veux atteindre un objectif, je veux vivre une situation, il suffit que je pense à la situation. Et pendant que je vais penser à la situation, je vais regarder dans mon corps s'il n'y a pas une zone dans mon corps où ça vient bloquer, ça vient se crisper, ça vient faire une sensation qui n'est pas forcément une sensation agréable. Et cette sensation va me renseigner sur le fait qu'il y a ce qu'on appelle une inversion d'attitude ou un conflit d'attitude. C'est-à-dire, Ah voilà. je veux vivre cette situation, mais d'un autre côté, je ne veux pas la vivre parce que telle ou telle raison. Par exemple, je veux rencontrer quelqu'un et vivre en couple. Cependant, j'ai peur d'être enfermé. Parce que dans mon histoire personnelle, de ce que j'ai vu de mes parents, etc., le couple, c'est quelque chose d'enfermant. Et pour autant, consciemment, je veux vraiment vivre une relation de couple. Je veux atteindre ce statut financier. Parce que consciemment, ben, je veux ça pour vivre telle ou telle ou telle chose. Mais de l'autre côté, si j'atteins ce statut financier, j'ai peur d'être jugé. J'ai peur d'être montré du doigt. Je veux changer d'activité parce que dans mon boulot, j'en peux plus. Mais pour autant, j'ai quand même peur de cette insécurité financière parce que dans mon boulot, j'ai une sécurité financière, même si le salaire il n'est pas top, mais au moins j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Et en fait, on a sur pas mal de sujets, on peut avoir des désirs, mais on peut avoir aussi des sabotages. Et ça, on l'a souvent vu au niveau de la santé, qui est, je veux guérir, je veux me libérer de ça. Mais pour autant, si je guéris, je risque de. Ça me fait penser toujours, je raconte souvent cette histoire, elle a été flagrante. Dans les formations, on demande des cobayes. Et en fait, il y a une élève qui dit, ben, moi, j'aimerais que ma tante, elle vienne parce qu'elle a une sclérose en plaques. Avec plaisir qu'elle vienne, etc. Et donc, elle rentre avec son mari. Et quand je les vois rentrer, je vois l'histoire, mais grosse comme un camion. Et je demande au mari s'il veut vraiment rester. Il me dit oui, je veux rester, etc. Je dis, vous êtes prêt à entendre des choses? Il me dit oui, oui, pour ma femme guérisse, etc. Et là, eh bien, l'histoire, en fait, a été vite mise au jour, qui est qu'elle a une sclérose en plaques, mais elle résiste à vouloir la guérir. Pourquoi? Parce qu'en fait, son mari est un mari volage, mais pour autant, c'est un homme de devoir qui ne quittera pas sa femme si elle est malade. Donc pour elle, être en bonne santé, c'est prendre le risque de voir son mari partir. En fait. Alors que si elle est malade, elle sait qu'il restera avec. Même, elle préfère rester malade et avoir son mari à ses côtés que d'être en bonne santé et prendre le risque de voir son mari partir. Donc bien sûr qu'avec sa permission, on lui ramène à la conscience, etc. Ça fait waouh, une onde de choc, mais positivement parce que le mari est venu travailler après sur lui. Mais dans tous les cas, il y avait une forte résistance à la guérison. Bon, elle n'en a pas revu. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais dans tous les cas, voilà. Ça, c'est un exemple très flagrant de je voudrais bien guérir, mais si je guéris, donc là, on a un méga sabotage en fait. Et donc,
tous les domaines où Ouais. on n'arrive pas à atteindre ce qu'on voudrait atteindre, eh bien, il y a un sabotage. Quand je sens que je fais des efforts dans le pro, dans l'affectif, ou j'assiste à des schémas répétitifs, j'attire que des personnes toxiques pour moi, etc., il y a un sabotage, automatiquement. Alors, c'est hyper intéressant le troisième exemple, mais j'aimerais presque revenir sur les deux précédents. Par exemple, de l'argent et de la peur de l'engagement. Très présent d'ailleurs chez beaucoup de gens. Peut-être même d'ailleurs chez moi. Et du coup, c'est comment, par exemple, si on prend la peur de l'engagement par rapport à la fuite, la liberté et tout, ok, on l'identifie, on voit qu'on a une attitude en conflit d'attitude, enfin, on est en conflit d'attitude, mais ça ne veut pas dire qu'on a forcément une maladie, on peut être en conflit d'attitude sans avoir de maladie. Bien sûr. Et ok, on identifie notre conflit d'attitude. Mais comment on le résout? Parce que, par exemple, je sais pas, moi, j'ai peur de m'engager, mais en même temps, j'ai envie. Bon, c'est pas nouveau parce que on le sait depuis des années, en fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est nouveau, par exemple. Voilà. Alors, il y a des personnes qui l'ont pas forcément conscientisé, donc c'est important de le conscientiser. Et ensuite, il va aller falloir chercher pourquoi. Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce qui a fait que, en fait? Quelle est la peur qui se loge derrière? Quelle est la croyance qui se loge derrière, en fait? Et ça, une fois qu'on a trouvé la peur et la croyance, c'est ce qui est le plus facile à régler, en fait. Le plus difficile, c'est souvent d'aller chercher la peur, d'où elle vient aussi, d'accord? Et après, pour le régler, bon, on va pas donner toutes les techniques parce que ça servira à rien, c'est assez technique. C'est pas forcément avec le double quantique, par exemple, mais c'est de libérer cette information qui va permettre à la personne de retrouver sa liberté. Mais ça passe automatiquement par le fait d'aller conscientiser, conscientiser, je dirais, ce qui est à l'origine, ce qui est vraiment à l'origine du, je dirais, du La sabotage. racine. Ouais, ouais. La racine du sabotage. Ouais, D'accord. tout à fait. Et par exemple, un saboteur, c'est pas forcément. Est-ce qu'une maladie est un saboteur, par exemple? Non, on peut utiliser la maladie pour se saboter, mais le saboteur, en fait, c'est notre ego. C'est notre Donc, ego, c'est nos programmations inconscientes, d'accord? Le saboteur, il est toujours basé sur la peur, de toute façon. Si tu te sabotes, tu as peur de quoi? Quand j'ai trouvé la peur, j'ai en fait l'identité du saboteur. Et notre ego, il nous manipule par nos peurs. Quand je parle de l'ego, c'est l'ego inférieur. Il nous manipule par nos peurs. Donc en fait, il faut que je trouve la peur. Je ne veux pas accéder à la richesse parce que j'ai peur d'être montré du doigt. Je ne veux pas être en couple parce que j'ai peur d'être enfermé ou j'ai peur de me lasser. Je ne veux pas guérir parce que j'ai peur d'être abandonné. Il y a toujours une peur à la base, en fait. Donc, il faut que j'aille identifier cette peur. Mais cette peur, moi, par exemple, si je prends mon cas, j'avais très peur de l'abandon. Et pour autant, mes parents m'ont jamais abandonné. J'ai pas eu de conflit d'abandon dans ma vie incarnée, là. Alors, j'aurais pu l'avoir, et même pas, c'est même pas le conflit d'abandon, c'était le conflit de rejet, parce que je n'étais pas attendu. Donc, pas d'abandon là-dessus. Mais pour autant, l'abandon, c'est quelque chose qui parlait à mes parents. Parce qu'ils avaient tous les deux une histoire familiale qui fait qu'ils avaient ressenti de l'abandon. Mais moi, je me suis dit, OK, ça appartient à mes parents, mais qu'est-ce qui fait que je suis venu m'incarner avec des parents qui avaient ce conflit d'abandon? Donc, oui, je le ressens parce qu'il appartient à mes parents, mais pourquoi moi, je suis venu choisir ses parents? Et en fait, quand j'ai commencé à creuser, je me suis aperçu que j'avais 3 vies passées qui étaient basées sur l'abandon, un abandon que je n'avais pas résolu. Et pour pouvoir résoudre ce conflit d'abandon, j'étais venu m'incarner dans une famille où mes 2 parents avaient un conflit d'abandon pour que moi, je puisse le ressentir et travailler dessus et pouvoir m'en libérer, en fait. Et donc, ça fait, en fait, je dirais, il y a besoin de faire ce cheminement. C'est vraiment important de faire ce cheminement parce que c'est ce qui nous fait grandir, en fait. Nos épreuves, là, sont là pour nous enseigner. Donc, si on ne tire pas l'enseignement de nos épreuves, de nos souffrances, ben, ça ne sert à rien.
Sinon, on va faire de la symptomatologie comme on fait en médecine conventionnelle. Tu as une angine, je te file des antibiotiques ou un antidouleur pour faire disparaître l'angine, mais tu ne vas pas comprendre pourquoi tu as une angine, en fait. Mais la différence entre analyser, par exemple, une peur et l'origine du sabotage, parce que, en fait, par exemple, bon, moi, je sais pas, moi, j'ai peur de l'eau. L'élément eau me fait peur. Je ne sais pas nager, j'ai peur de me noyer, j'ai peur de. Enfin, je sais pas, j'ai toujours des problèmes de fuite d'eau, d'infiltration d'eau, voilà. Bon, ok, j'ai peur de l'eau. Mais qu'est-ce que je fais avec cette information, par exemple? C'est rigolo parce que l'eau est reliée au liquide aussi. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, 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 l'argent, oui, bien sûr. Oui. Alors, moi, on va aller scanner où ça remonte, en fait. Où ça remonte? Ça remonte dans ton enfance, ça remonte intra-utérin, ça remonte. En fait, là, c'est l'œuvre du scanning, de la canalisation, qui fait qu'on va aller repérer tous les moments où il y a un conflit au niveau de l'eau. Peut-être que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a failli se noyer, peut-être que dans une vie passée, etc., etc. Et à chaque moment, on va libérer la charge émotionnelle négative. On va aller libérer la mémoire du traumatisme, en fait. Oui, du Soit dans la transgénérationnel. Ouais. vie, que ce soit dans le karmique, dans les vies passées, etc. On va libérer la mémoire du traumatisme pour en fait mettre les compteurs à zéro. Oui, j'entends. À ce jour, eh bien, la peur ne te parle plus. Parce que Oui. surmonter sa peur, moi, j'ai essayé de faire ça pour l'abandon. Je suis même parti plusieurs fois en Inde seul pour essayer de surmonter la peur Oui. de l'abandon. Tout ce que j'arrivais à faire, c'est de me taper des angoisses de malade, en fait. Donc, je me suis aperçu que ça servait à rien de me faire violence, en fait. La violence, c'est pas une voie de résolution d'un conflit. Oui. C'est, je trouve en fait l'origine, et à ce moment-là, j'emploie des techniques pour pouvoir libérer la charge émotionnelle négative, le souvenir du trauma. Et une fois que j'ai libéré le souvenir du trauma, il n'y a plus de raison d'avoir peur, en fait. Sherkan demande comment tu fais la différence entre les deux lors d'une consultation, la différence entre un vrai malade et quelqu'un qui se sabote. Alors, en fait, les deux sont des vrais malades. Hein. Il n'y a pas un faux malade et un vrai malade. D'accord? Il y a tout simplement des personnes qui n'ont pas forcément, effectivement, du sabotage et d'autres qui vont en avoir. Alors, comment on les reconnaît? Celui qui a des sabotages, il fait souvent ce qu'on appelle du tourisme thérapeutique. C'est-à-dire qu'il a vu plein de thérapeutes et pour autant, ça ne va pas mieux. Donc, souvent, ben, je ne suis pas tombé sur le bon thérapeute, etc. etc. Non, ce n'est pas que tu n'es pas tombé sur le bon thérapeute, c'est tout simplement que le thérapeute, il n'a pas forcément mis à jour le sabotage qu'il pouvait y avoir. Ce sont souvent des personnes qui, quand on va aller percer le truc, hop, elles disparaissent pour aller chez un autre thérapeute, par exemple. D'accord? Donc, il y a plusieurs cas envisagés. Il y a le conflit qui nous rend malade, qui fait que je résous le conflit, la maladie disparaît. Il y a la maladie qui est accompagnée d'un sabotage qui fait que la personne, eh bien, elle résiste à sa guérison. Et il y a la maladie qui est voulue quelque part par l'âme, qui n'est pas issue d'un conflit, c'est-à-dire je dois passer par la maladie pour pouvoir grandir. Et celle-là, ben, on ne peut pas la guérir tant que l'âme n'a pas traversé, en fait. Tant qu'il n'y a pas eu la conscientisation, tant qu'elle n'a pas compris pourquoi ça s'est passé. Et l'âme, pour qu'elle traverse, c'est là où tu as les scans, tu as. Exactement. Et c'est là où on va scanner, effectivement, si c'est issu d'un conflit, d'accord, je dirais, entre guillemets, une erreur de parcours, par exemple, qui fait que j'ai eu un conflit avec ma chérie et ça m'a rendu malade, par exemple. Ok, je résous le conflit, boum, ça disparaît. D'accord? Du style, je sais pas moi, elle m'a dit un truc qui est pas passé, j'ai mal à la gorge depuis une semaine, etc. Ça se libère. Et puis, il y a des pathologies qui sont voulues, alors je ne parle pas d'une angine, bien entendu, mais des pathologies plus lourdes qui sont vraiment un choix de l'âme. Et l'âme a besoin de traverser ça, en fait. On ne guérit pas pour grandir complètement. Tout à fait. Donc, ce serait pour les maladies les plus lourdes à long terme, enfin celles-là, celles qui sont des pathologies lentes et longues, que là, on voit bien que. Enfin, non, ça n'a peut-être même pas de rapport, en fait. Non, parce qu'il y a des pathologies lentes et longues qui sont liées à des conflits aussi, et pas forcément. Je veux dire, l'âme n'est pas obligée de rester non plus dans cette maladie, en fait.
C'est tout simplement à partir du moment où il y a cette nécessité de compréhension, en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre pourquoi on traverse la maladie. Chaque pathologie, chaque difficulté est un enseignement. Oui. Plus vite j'ai cet enseignement, ben plus je me donne de chances de sortir, en fait, de ce conflit. Oui. Tant que je ne comprends pas, moi j'ai vu une patiente qui m'a, alors c'est pas d'aujourd'hui, mais 6 récidives de cancer, quoi. Elle venait me voir à la 6e, me dire, mais je veux comprendre ce qu'il en est. Ben ouais, il vaut mieux comprendre, parce que là, vous avez de la chance, quoi. 6 récidives, et vous êtes passé de l'autre côté, c'est que vous avez un bon ange gardien, quoi. Et donc, elle a compris pourquoi elle avait effectivement, elle récidivait dans ces schémas de maladie. Mais on peut récidiver aussi dans des schémas de relations toxiques. On peut récidiver dans ce qu'on appelle des mauvais choix professionnels. On peut récidiver dans des déceptions amicales, ces fameux schémas répétitifs. Ben, un schéma répétitif, c'est quoi? C'est justement, ça se répète pour qu'on puisse l'identifier. Tant que je n'ai pas identifié, ça se répercute, ça se reproduit. Parce que toi, tu m'expliquais que tu ne fais pas de séances individuelles pour cela, mais par contre, dans les formations Quantiscan, tu permets aux étudiants, finalement, d'arriver à… Parce que, par exemple, imaginons, moi, je veux venir te voir parce que j'ai été séduit par l'émission et je voudrais que tu m'aides à guérir. Mais en fait, tu ne vas pas m'aider à guérir parce que tu ne fais pas de séances individuelles. Donc, comment ça se passe? Je vais à une formation Quantiscan. Quelle est la prochaine étape? Alors, donc ça peut être la guérison, comme ça peut être résoudre des difficultés dans quelques domaines de vie que ce soit aussi, hein. Il y a la possibilité de se rapprocher d'un praticien que j'ai formé et qui, lui, a effectivement des séances individuelles sur la personne. Voilà. Comme j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur moi, et j'ai envie surtout de développer mes perceptions. Parce que, ok, j'ai des problématiques, ben, comme tout le monde dans sa vie, hein, que ce soit d'ordre affectif, financier, professionnel, de santé, etc. Mais surtout, j'ai envie, moi, d'utiliser ce potentiel. Parce que je n'ai pas envie de rester au stade de tourisme de la vie, en fait. Pour moi, quand on va connecter ces perceptions extrasensorielles, qu'on les utilise, qu'on arrive à faire du scan, on passe au stade d'initié dans sa vie. C'est-à-dire qu'on ne traverse plus sa vie en aveugle. C'est comme quand on va dans la nature, il y a la possibilité de se balader en parlant avec sa copine et un chien, et puis de ne pas être présent dans ce qui se passe dans la nature, comme je peux être complètement présent et sentir les énergies. Ce n'est pas du tout la même attitude. Il y en a un, c'est un touriste, et l'autre, c'est je me balade en initié. Ben là, moi, ce que je propose, c'est de traverser sa vie en mode initié. C'est-à-dire, je vais travailler mes perceptions pour pouvoir les utiliser pour que ce je ne sais pas n'existe plus. Et ça, c'est la bonne indication, en fait, pour venir faire Quantiscan. Oui. Vouloir guérir d'une problématique, c'est pas la bonne attitude. Pourquoi? Parce que toute mon attention va être sur moi, parce que je veux guérir. Or, Quantiscan, c'est un échange. C'est pendant 12 jours, je scanne, on me scanne, je scanne, on me scanne, je scanne, on me scanne, je scanne, on me scanne. C'est ça pendant 12 jours sur tous les domaines de sa vie. Et si je suis centré que sur moi, bien, je vais vouloir recevoir, je vais pas pouvoir donner, en fait. Donc, il vaut mieux aller voir quelqu'un que tu as formé pour être soigné avant de faire le stage ou la formation Quantiscan. Alors, conjointement, moi, il y a des personnes qui viennent et qui, effectivement, ont des problématiques, voilà, qu'elles soient professionnelles, financières, etc. Et elles ont vu un énergéticien une fois, 2 fois, 3 fois. Elles se disent, mais moi, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie d'utiliser mes perceptions. Donc, elles viennent faire Quantiscan. Et là, à partir de là, effectivement, elles débouchent sur, je dirais, une autre réalité. Une réalité qui, en plus, peut aboutir à une profession, puisqu'on devient coach en intelligence innée. C'est le terme qui a été déposé par rapport à ça. D'accord ? Et ça va permettre, effectivement, de cheminer sur moi, de me comprendre, d'aller connecter mes potentialités, d'aller trouver les nœuds qui font que dans ma vie, ça n'avance pas comme je veux. Mais c'est surtout que je peux aussi aider les autres à en faire de même. Donc, c'est vraiment un échange. À la fin des 12 jours, je ne suis pas praticien Quantiscan aussi? Ou c'est plus long d'être… Non, il y a une validation qui est proposée. Et les personnes qui passent leur validation, après, effectivement, ont ce titre de coach en intelligence innée.
Et D'accord. ça, c'est dans tous les, je dirais, quelle que soit l'origine professionnelle que l'on a. En fait, là, je pense à une personne qui est agent immobilier et qui est venue, en fait, pour travailler ses perceptions parce qu'elle veut être plus réceptive à ce qui se passe dans les maisons, elle veut mieux communiquer avec les gens, elle a envie d'utiliser ses perceptions dans son job. Donc, elle était partie avec cette intention-là, sauf que ben, l'immobilier, on a vu ce que ça a fait, il s'est un peu cassé la gueule, et qu'au niveau financier, ben, elle s'est dit, ça devient un peu raide. Et donc, elle a commencé à utiliser le scan, elle s'est pris au jeu, et là, elle est en train de changer de profession parce qu'en fait, elle s'aperçoit qu'elle s'éclate beaucoup plus dans le scan et de guider les personnes que de faire de l'immobilier, par exemple. Je Donc, comprends, ouais. là, elle est partie et ça y est, elle est sur une nouvelle profession et elle a du monde en pagaille parce qu'elle est très pertinente, en fait. Et en fait, c'est un petit peu ça. C'est comme si finalement on change un petit peu de fréquence. Et donc, en fait, on change de vie et de réalité un petit peu. C'est ça que tu essaies de nous dire? Tout à fait. C'est exactement ça. Alors, je vois le D'accord. commentaire, c'est une formation, mais la question était de voir un praticien qui guérit en amont. Alors, ce qui est important, c'est, là, c'est pas relatif à la bioénergie, c'est que c'est jamais, jamais, jamais le praticien qui guérit. C'est toujours la personne qui se guérit. Le praticien n'est qu'un facilitateur. Qu'il soit hypnothérapeute, qu'il soit réflexologue, qu'il fasse de la PNL, de l'hypnose, qu'il fasse, etc. C'est un facilitateur. Il ne guérit pas. Un bioénergéticien ne guérit pas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et moi, j'ai des personnes qui viennent à Quantiscan pour comprendre leurs problèmes, pour comprendre leurs problématiques, mais pas que. La base, ça doit être, OK, je veux comprendre le fonctionnement sur moi, mais pour ça, j'ai besoin de développer une perception. Donc, le leitmotiv, en fait, pour faire la formation, c'est vraiment de vouloir passer à un stade supérieur au niveau de ses perceptions, de les comprendre, de les conscientiser, qu'elles deviennent claires et de pouvoir s'en servir comme un guide, en fait. Voilà, c'est vraiment le leitmotiv. Après, qu'on ait des difficultés, mais tout le monde en a. Toutes les personnes qui viennent faire Quantiscan ont des nœuds dans leur vie, que ce soit au niveau financier, santé, etc., etc. Là, par exemple, il y a une personne l'année dernière qui avait une maladie d'Hashimoto et elle voulait comprendre pourquoi elle avait cette maladie auto-immune qui touche la thyroïde. Ben, à travers tout le scan qu'elle a reçu, elle a eu toutes les causes et elle a drôlement avancé dessus parce qu'il y a plein de choses qu'elle a pu résoudre, en fait. D'accord, donc ça marche aussi pour les maladies auto-immunes, du coup. Voilà, je Demander. parlais de la maladie d'Hashimoto. Ben Ouais, oui, je veux exactement. comprendre effectivement pourquoi, en fait, je vais retourner mes défenses immunitaires contre moi, en fait. Tout ce Et, parcours de qu'elle a eu, elle a compris. et du coup, pour répondre, après je vais te laisser te coucher tranquillement, mais pour répondre à la question du soir, donc incarner pleinement son être, est-ce que finalement, tout ce qu'on a décrit aujourd'hui aide, en fait, si tu veux, est-ce que ben, tes stages, tes formations, et puis même ton approche, si tu veux, du double, est-ce que finalement, ça nous aide concrètement à être dans une vie qu'on peut nommer de réussie, ou en tout cas de présent à soi-même? Alors, pour prendre mon exemple, je pensais qu'une vie réussie, c'était une vie où on se réalisait à travers la spiritualité. Donc, je suis allé chercher une spiritualité en Inde pendant 7 ans, à méditer tous les jours pendant 1 heure et demie, parce que je pensais que ça passait par là. Je pensais que ça allait passer par le fait de devenir vegan, je l'ai été pendant 7 ans, etc. Et je me suis aperçu que je cherchais quelque chose qui était à l'extérieur de moi, qui n'était pas collé à moi, en fait. Et à partir du moment où je me suis connecté à mes perceptions et que j'ai en effet un guide précieux dans ma vie, qui fait que maintenant, si j'ai besoin de réponses, je me connecte à mes guides à travers la canalisation. Je ne sais pas, eh ben je l'ai plus. Là, je me suis aperçu que, waouh, je passais à un autre niveau dans ma vie. Et en fait, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est tous les praticiens, tous les élèves qui ont fait Quantiscan me disent et disent sur les témoignages, mais ça nous a fait passer de l'autre côté du rideau, en fait, où on ne regarde plus la scène de théâtre comme des spectateurs, mais on regarde la scène de théâtre en sachant derrière, en fait, tout ce qui se trame dans la machinerie,
toute la personne qui a écrit le script de la pièce de théâtre, eh bien, on est conscient de tout ça. Et en fait, on est dans un état d'hyperconscience. Et c'est ça qui est génial, parce qu'on n'est plus au stade des apparences. C'est, OK, j'ai un conflit avec cette personne-là. De suite, c'est, OK, j'ai un conflit parce qu'il y a ça qui n'est pas réglé. Donc, du coup, ça simplifie largement la vie. Ce qui fait que j'ai arrêté de méditer 1h30 par jour. Je ne médite plus maintenant. J'en ai plus la nécessité. J'ai arrêté d'aller en Inde. J'ai arrêté d'être vegan parce que c'était pas moi. C'était pas collé, en fait, à mon identité, à ce que je suis. J'allais chercher quelque part quelque chose qui était à l'extérieur de moi. Et pour moi, la voie que j'ai, alors peut-être que dans 20 ans, je dirais autre chose, mais je pense pas. La clé pour moi, pour devenir un humain un peu plus éveillé, je dirais, c'est vraiment d'utiliser ces perceptions psychiques, ces perceptions extrasensorielles, cette connexion à la magie du double quantique aussi. Ben, écoute, franchement, c'est une super soirée que tu nous as fait passer. Je pense que tout le monde est ravi de ce que tu as pu apporter comme éclairage. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ben, c'est pas forcément intuitif ce que tu nous dis. En tout cas, c'est pas des raccourcis. En fait, c'est ça que j'aime vraiment, c'est finalement ben, toutes les réponses que tu m'as données aux questions que je t'ai posées, notamment sur la guérison, le soin, la thérapie. Ben, en fait, ça m'a vraiment ouvert un nouveau champ, tu vois, de perception. Et ça, en ça, je tiens vraiment à te remercier. Je pense aussi pour les gens. Est-ce qu'il y a quand même un dernier point que tu aurais aimé qu'on aborde avant de se laisser, qu'on aurait un peu survolé ou qu'on n'aurait pas, qui pourrait porter à confusion ou Je qu'on pense n'aurait que pas... c'est vraiment important que chacun fasse son expérience. Mais pas une expérience dans les livres, pas une expérience. Moi, il y a peut-être des gens qui me parlent, oui, la supraconscience, c'est de l'amour, c'est machin. Ok, mais est-ce que tu en fais l'expérience dans ta vie? Et je pense que le plus important, c'est de faire l'expérience de ce que l'on raconte. Ça, c'est vraiment indispensable. Et pourquoi j'en parle tant avec le cœur? Parce que je fais l'expérience de ça, de cette supraconscience à travers le fait que je me connecte à quelqu'un que je ne connais pas, alors pas forcément à 10 heures du soir, je suis plus efficace le matin, euh, mais voilà, j'ai le message que ces cellules me racontent. Et là, je me dis, mais ça pour moi, la magie de la vie, elle est là, en fait. Mais ça, il faut en faire l'expérience. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut sortir le nez des livres, il faut sortir le nez des vidéos, il faut se jeter en fait dans l'arène, dans l'expérience et se confronter à ça. Puisque en fait, c'est notre attribut d'être humain, c'est de pouvoir faire l'expérience dans la matière. Et on a besoin d'aller faire cette expérience dans la matière. Donc c'est vraiment le message que j'aimerais faire passer. C'est OK, on y va. On se confronte peut-être à la peur qu'on ne va pas y arriver, que c'est peut-être réservé pour les autres, que je n'ai pas confiance en moi, machin. Non, mais à un moment donné, fais l'expérience, quoi. Parce que sinon, tu restes toujours sur ta chaise et tu regardes les autres faire. Et moi, j'ai passé tellement de temps à regarder les autres faire que maintenant, c'est fini. C'est je fais et je fais mon expérience. C'est ça. Pas plus d'une vidéo vibration Nouvelle Terre par jour et après vous allez dans la vie, la vraie. Mais passez pas toute la journée à regarder nos vidéos. Voilà. Ce qui est dit dans les vidéos vibration Nouvelle Terre. C'est l'application qui compte. C'est ça. Eh ben écoute, je pense que sur ce mot de la fin, moi ça me va, en tout cas pour finir. Merci, je sais que c'est un peu tard pour toi et donc ben, vraiment merci de t'être plié au jeu à ces horaires-là et voilà. Et puis en tout cas, ben, je pense qu'il y a plein de gens qui vont être intéressés par ce que tu proposes. Et donc ben, je réitère, on peut trouver toutes ces informations sur ton site, tout en description de la vidéo. De toute façon, il y a tous tes réseaux, donc Facebook, Instagram, YouTube. Et ton site où on peut avoir ces formations-là. Et donc, à part mars, est-ce qu'il y en a une autre de date? Ou c'est mars et... Là, non, on a tout misé sur Quantiscan, puisque c'est poste après poste. Après, en avril, il y aura la bioénergie, mais c'est plus long comme parcours. Là, donc, c'est vraiment Quantiscan qui démarre en mars. D'accord. Allez, eh ben super. Ben merci à toutes et à tous. On se retrouve bientôt. Je sais pas quand. Je suis jamais au courant moi du planning, mais bientôt en tout cas. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Yannick. Elles sont très intéressantes sur sa chaîne qui est très bien Merci. fournie. Voilà. Merci, merci. Gros bisous à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Voilà.